Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde de Livres en Marche sur le thème du potager et du possible réchauffement climatique. On va voir ça plus tard. Donc je me présente, Jean-Pierre Désert, vous me connaissez plus sûrement sous le pseudonyme de Dédé le jardinier. Bah si. Bah oui, il y en a qui connaissent sous ce pseudonyme, voilà. Et donc l'équipe de Livres en Marche m'a demandé d'animer cette table ronde. Alors l'idée, c'est qu'on va faire ça en plusieurs chapitres et on va essayer de vous faire participer en vous demandant de votre côté votre ressenti par rapport à ce thème. Au niveau de nos intervenants, nous avons donc Blaise Leclerc, Blaise qui est un grand jardinier, qui est docteur en agronomie, qui a 40 ans de jardinage derrière lui, d'après sa biographie, et qui jardine dans le Vaucluse. Et puis, ils se présenteront aussi plus tard. Et puis, nous avons aussi Pascal Aspe, Pascal qui est, lui, docteur en biologie, qui est jardinier en chef du centre Terre Vivante à Mins, que vous connaissez sûrement, dans le Trièves, et qui est en charge de l'animation et aussi d'écriture pas mal. Hein. Tu écris pas mal de bouquins pour Terre Vivante. Tous les deux sont des auteurs des éditions Terre Vivante, et ils ont écrit pas mal de bouquins autour du jardinage, et plus, si affinité. Blaise, est-ce que tu peux présenter ton jardin, ton lieu de jardinage, ton lieu de vie? Oui, bonjour tous. Comme le disait Jean-Pierre, moi j'habite dans le Vaucluse, donc j'ai un jardin où pour l'instant il ne neige pas encore, il neige beaucoup moins qu'ici, donc climat méditerranéen, donc est en train de bouger aussi. Ça fait 35 ans, 36 ans même que je suis dans le village de Cucuron, pour ceux qui connaissent, c'est dans le sud de Luberon. Et donc j'ai un jardin de 1300 mètres carrés à peu près, sur 4 terrasses. D'ailleurs récemment, avec ma compagne, on a créé un site qui s'appelle le Jardin des 4 terrasses. Vous pouvez regarder sur un moteur de recherche, vous tapez Jardin des 4 terrasses, vous aurez une petite visite comme ça virtuelle. Et donc je fais surtout du potager. Depuis une vingtaine d'années maintenant, j'achète plus de légumes, parce que j'ai la chance aussi de pouvoir faire des légumes en hiver. La période creuse, en général, c'est au mois d'avril, parce que tous les légumes d'hiver soit ont été mangés, soit montent à graines, parce qu'il fait déjà chaud au printemps. Mais du coup, voilà, je me débrouille pour avoir tous mes légumes toute l'année. Et quoi dire de plus? Pour la présentation du jardin, je vais en rester là. Ouais, alors j'essaye aussi, parce que j'ai plus d'expérience sur les légumes. Bon, récemment, parce qu'en fait ce jardin-là, je l'ai acheté il y a 3 ans, et j'ai aussi d'autres jardins dans le même village. Et je commence aussi à planter des fruitiers, mais j'ai beaucoup moins de recul sur les fruitiers que sur les légumes. Par rapport à la qualité de ton sol? Alors j'ai la chance d'avoir un sol très riche, dans le sens où c'est un jardin traditionnel du village. Hein. Souvent dans le Luberon, il y avait des jardins souvent au sud du village qui étaient amendés régulièrement depuis plusieurs décennies, notamment par du fumier de mouton, parce qu'il n'y a pas de vaches dans le département. Alors, il n'y a quasiment plus de troupeaux de moutons. Bon, moi je l'entretiens beaucoup avec mon compost maison, compost des déchets de jardin. Voilà, mais j'ai quand même la chance d'avoir hérité d'une bonne terre de jardin, une bonne terre grumeleuse, au départ avec une structure sableuse, donc des sables fins. C'est tous les terrains qui sont au sud de la montagne du Luberon sont en général très sableux. Et voilà, donc j'ai une bonne terre et à texture, ce qu'on appelle la texture, surtout sableuse, donc très filtrante aussi. On en reparlera par rapport au climat, au changement climatique. On n'est pas tous justement devant ces changements climatiques. Selon le type de terre qu'on a, c'est plus ou moins difficile. Pascal va nous parler d'un autre type de sol. Voilà, Pascal, je pense que toi, tu auras plus un jardin qui va ressembler à nos jardins de Savoie. Donc,
Enfin, pour avoir été 2-3 fois à Terre Vivante, je sais que le jardin, il est très très dispatché il y a un peu toutes les conditions de climat possibles. Tu peux nous décrire un peu ce jardin ? Ouais, alors Terre Vivante, c'est une espèce de grosse patate de 50 hectares. Il n'y a pas 50 hectares de jardin, hein, bien évidemment. Et on va dire qu'il y a des jardins disséminés sur, on va dire, 5 hectares. Il y a des jardins un petit peu partout. Grosso modo, c'est 800 mètres d'altitude, d'accord, plus au sud qu'ici. Donc on est à la limite entre, en gros, les Hautes-Alpes et l'Isère. Donc on a presque des étés très chauds et presque pas méditerranéens. On n'est pas chez Blaise, mais qu'on a quand même très chaud. Mais on a encore des hivers un peu froids, quoi. On a un peu le cul entre deux chaises. Et on est sur des sols argileux. On est des argiles et beaucoup d'argile et très peu de sable. Donc des sols très compacts, hydromorphes, donc qui retiennent beaucoup l'eau et avec très peu d'air dedans. Et on verra ce que ça implique, ce qui a changé dans nos pratiques liées à notamment aux pratiques hivernales, avec nos pratiques hivernales qui ont changé parce qu'on a des hivers de moins en moins rigoureux et du coup on ne fait plus tout à fait la même chose sur ces sols argileux. Alors justement, par rapport à, toujours en préambule, par rapport à cette météo et à ce climat, est-ce que l'un de vous deux veut prendre le risque de nous redonner les définitions ? Qu'est-ce que c'est que la météo ? Qu'est-ce que c'est que le climat ? C'est Blaise, il a écrit un livre sur ce sujet, donc par lâcheté intellectuelle, je lui laisse la main, quoi. Non, j'ai pas écrit un livre sur le climat et la météo, mais j'ai justement me suis posé aussi la question en préambule du livre Légumes et canicules. Et en fait, la météo, c'est ce que vous avez quand vous ouvrez votre poste de radio ou de télévision. C'est des prévisions en fait, météo, hein, ça vient de météo. C'est voilà ce qu'on appelle la météo, le temps qu'il va faire dans les jours qui viennent. Mais le climat, c'est avec beaucoup plus de recul. Et donc le climat, en France par exemple, on a 5 grands types de climat. Climat océanique dégradé, continental. Ici, c'est plutôt climat montagnard. Et puis climat méditerranéen. Voilà. Et donc sur la planète, on peut définir plein de types de climats. Comme ça, après, il y a les climats tropicaux, équatoriaux, après les climats nordiques. Bon, voilà, ça c'est le climat. Et on va parler justement de changement climatique. Et ça ne veut pas dire changement de météo. La météo, justement, on a de plus en plus de mal à la prévoir, hein, même s'il y a eu énormément de progrès ces dernières décennies dans les prévisions météo. Avant, on prévoyait la météo le lendemain, quoi. Les anciens aussi savaient. Avec la forme des nuages, on peut aussi prévoir la météo nous-mêmes, hein, avec un peu d'observation. C'est de plus en plus difficile à prévoir, même pour les spécialistes, parce qu'en fait, elle est un peu détraquée. Ce qui détraque la météo, c'est le climat et surtout le changement climatique. Alors, on va parler de changement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le climat, il a toujours changé. On a eu des périodes glaciaires, intercillaires. On aura encore des périodes glaciaires, mais ce n'est pas nous qui les connaîtrons, hein, c'est nos arrière-puissances 100 petits-enfants, s'ils sont encore là. Mais en attendant, par contre, ce qu'on observe, c'est que le changement climatique actuel, il n'a jamais été aussi rapide. Parce que même s'il y a eu des changements climatiques après sur plusieurs degrés, hein, soit dans le sens de la chaleur, soit du froid, ça s'est passé toujours sur des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Là, en fait, on est en train de bousiller le climat sur simplement quelques décennies, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais plus où c'est que j'avais vu ça, c'est qu'on a la chance, nous, en ce moment, d'avoir un climat à peu près stable depuis 10 000 ans. C'est-à-dire que 10 000 ans, il n'a pas trop changé. Il y a eu des périodes un peu plus froides, mais on est sorti la dernière période glaciaire il y a un peu plus de 10 000 ans. C'est là aussi que l'homme a inventé l'agriculture et tout, parce que l'homme, il est là depuis beaucoup plus que 10 000 ans, mais il se déplaçait, parce qu'il se déplaçait aussi en fonction des changements climatiques, mais c'était sur des très longues périodes. Et là, en fait, le climat qu'on a stable depuis 10 000 ans, on est vraiment en train de le foutre en l'air très rapidement, quoi. Voilà, alors, on va maintenant passer à la suite et je vais vous demander tous les deux vos observations de terrain. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du marronnier de Genève. Alors vous savez qu'en France, ou à peu près partout dans le monde, le printemps, c'est le 20 ou le 21 mars. Et dans le canton de Genève, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
il y a un marronnier qui est derrière l'hôtel de ville et il y a une personne, un fonctionnaire de la ville de Genève qui s'appelle le saunier, qui est chargé de surveiller ce marronnier. Et quand le marronnier sort sa première feuille, c'est la date officielle du printemps. Et cette observation, c'est ce qu'on appelle la phénologie, c'est l'observation des phénomènes naturels dans le temps. Et donc, ce qui est très rigolo, c'est que ce marronnier de Genève, enfin le printemps à Genève n'est jamais à la même date. Le printemps peut commencer, alors je crois que le plus tôt, c'est le 10 décembre, ça fait un peu tôt. Et le plus tard maintenant, ce plus tard, il est lointain en fait, puisque chaque année, globalement, cette date de printemps, ou par paquet de 5 ou 10 ans, elle avance régulièrement dans le temps. Voilà. Le coup du mois de décembre, c'était un accident, mais autrement, la floraison de j'ai dit la feuille. C'est la feuille, c'est pas la floraison, c'est bien la feuille. Cette feuillaison s'accélère au fil du temps. De votre côté, à vous, les jardiniers, au niveau de la phénologie, est-ce que vous avez comme ça un arbre que vous surveillez ou l'arrivée d'un insecte ou d'un oiseau qui pourrait vous donner ces repères ? Alors, nous, à Terre Vivante, on note pas beaucoup, mais on a des... Si un jour vous venez à Terre Vivante au printemps, on a des cyclamènes qui sont à 10 mètres du bureau des jardiniers sous un gros chêne, en fait. Et ces cyclamènes, c'est un peu notre, comme on passe tous les jours devant, c'est un peu notre indicateur en fait. Et du coup, tous les ans, on se dit ah ça y est, ils ont fleuri. Donc on a ces deux indicateurs, ce cyclamène quand c'est qu'il fleurit, et quand c'est que les grenouilles rousses, qui sont plutôt des grenouilles on va dire un peu de montagne, arrivent à pondre dans les mares. Et donc ça, c'est deux moments qui pour nous disent ah ça y est, la vie reprend quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir, notamment pour les grenouilles, qu'elles arrivent, nous, dans nos mares, de plus en plus tôt. Et là, pour tout, du coup, c'est un peu un indicateur de se dire, effectivement, le printemps est là de plus en plus tôt. Mais malheureusement, le froid, lui, continue à arriver toujours aussi tard. Oui, on a vécu cette malheureuse expérience ce printemps avec ce gel de fin avril qui a fait énormément de dégâts, alors que la nature avait déjà bien redémarré. Blaise, tu as un repère, toi ? Moi, c'est plutôt les insectes, parce qu'au niveau des végétaux, j'ai pas remarqué de grande... Alors, j'ai pas tout noté précisément. On a un collègue à Terre Vivante, Jean-Paul Torres, qui en Normandie, lui, note ça depuis... Et lui, il a vraiment constaté ce qu'il nous disait, c'était en 20 ans, il a gagné à peu près presque un mois d'avance sur beaucoup de floraisons. Moi, c'est les insectes, parce que souvent, en février, il fait déjà très chaud chez moi. Et j'ai par exemple des xylocopes, ce qu'on appelle les abeilles charpentières, là, les gros trucs. J'en voyais jamais avant le mois de mars-avril. Et maintenant, ils arrivent souvent en février. Ou même des cirfes qui viennent en général plus tard. J'arrive à en voir dès le mois de mars, alors que d'habitude, c'est plutôt au mois d'avril. Donc, sur les insectes. Et bon, s'ils sont là, c'est qu'il y a aussi des floraisons précoces qui arrivent. Alors, j'avais constaté aussi il y a déjà quelques années que certaines, parce que j'ai des plantes aromatiques comme le romarin, le romarin, en fait, il défleurissait pas, il reste fleuri quasiment tout l'hiver. Ça, c'est... Oui. Juste, en plus, c'est un peu les locaux de l'étape. Vous regarderez le programme Phénoclim, PHENOCLIM, qui est porté par le CREA du Mont Blanc, enfin, du coup, un organisme de recherche. Et du coup, vous pouvez y participer. C'est un programme où, par exemple, vous avez un noisetier dans votre jardin. Et du coup, vous adhérez à ce programme et vous dites tous les ans, ah ben moi, mon noisetier, il a fleuri le 15 février, il a eu les feuilles le 17 avril, il a perdu les feuilles le 27 octobre. Et tous les ans, vous remplissez les données. Et quand on est des milliers à remplir ces données, eh bien, on peut voir sur le site du coup, de Phénoclim à quel point, pas que le marronnier de Genève, du coup, plein d'arbres, les mélèzes, les pins, etc., eh bien, ont les phénologies de floraison et de feuillaison qui se sont décalées dans le temps, au printemps et à l'automne. Donc moi, je vous invite à y participer à ce programme ou au moins à aller voir les données. Là, dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner d'un arbre, d'un arbuste, d'une floraison, d'une petite plante vivace qui se met à fleurir un peu plus tôt ? Est-ce que vous avez repéré ça dans vos jardins ? Attendez, Bernadette vous amène le micro, comme ça tout le monde en profite. Oui, bonjour. Oui, moi j'ai plutôt remarqué
la venue assez rapide, la sortie des cocons assez rapide alors je ne sais pas comment vous disiez, des abeilles... Des abeilles charpentières. Voilà, les abeilles charpentières. Voilà. Effectivement, vers février, mars, alors qu'avant, je les remarquais plutôt vers fin mars. Voilà. Et vous êtes dans quel coin ? Je suis juste là, à côté des Marches. Voilà, j'habite juste à côté des Marches, un petit peu plus haut que la vallée. C'est tout. Oui, madame, là. Parlez bien dans le... Comme plusieurs de mes connaissances, alors nous, on a des punaises. On n'avait pas ça du tout avant, donc des punaises qui restent assez vivaces tout l'hiver. Et l'idée, c'est qu'elles rentrent dans les maisons, en fait, alors qu'avant, elles étaient plutôt en dormance à cause du froid. J'ai pas bien... Alors, je suis désolé, mais comme j'ai fait 26 ans de radio, et forcément, je commence à être un peu sourd. Et du coup, avec la chaufferie, j'ai pas entendu la fin. Les punaises, Les punaises, donc, on voit dans nos maisons, on ne voyait pas ça du tout avant. Depuis 2-3 ans, on a des punaises qui sont très vivaces dans le jardin et dans les maisons. Elles ne sont pas du tout engourdies par le froid et elles peuvent se retrouver assez nombreuses à l'intérieur des maisons. Alors, si elles sont engourdies par le froid, c'est pour ça qu'elles rentrent. Elles viennent se mettre au chaud. Oui, parce qu'on a une nouvelle punaise dans notre coin qui porte le nom un peu terrifiant de punaise diabolique. Et qui fait énormément de dégâts dans les vergers d'ailleurs, autour de Chambéry. Là, c'est un gros problème, parce qu'on ne sait pas trop comment lutter contre cette punaise. Et effectivement, elle rentre en masse dans les maisons à l'automne. Donc, allez hop, la pelle, la balayette, l'aspirateur. Pas grand-chose d'autre à faire pour l'instant. Justement, tiens, à propos de ces ravageurs... Ah, et encore une petite question ? Ou une remarque ? J'ai constaté l'arrivée des chenilles processionnaires, elles n'existaient pas avant en Savoie. Moi, j'ai habité l'Aquitaine et je connaissais le problème. Et maintenant, il y en a plein. Voilà. Oui, alors ça fait quand même un petit moment qu'elles sont dans le sud de la Savoie. Elles sont arrivées par le sud et là, ça y est, elles ont bien colonisé à peu près l'ensemble des vallées en Savoie. Sur Chambéry, on en a pas mal. Alors moi, ce que j'ai remarqué par rapport aux processionnaires du pin, c'est qu'on en trouve aussi, j'en ai vu dans un cèdre de l'Himalaya, un Cedrus deodara, qui est rempli de cocons. Voilà. Oui, effectivement. Alors, chenille processionnaire, il faudra faire très très attention en fin d'hiver. C'est une bestiole qui peut vraiment être très dangereuse pour les animaux comme pour vous. Donc l'idéal vraiment c'est de mettre ce qu'on appelle des éco-pièges. C'est un piège qu'on met autour du tronc. C'est une espèce de goulotte avec un sac et du terreau. Et en descendant de l'arbre, elles sont un peu bêtas, elles rentrent dans le sac de terreau. Après, vous enlevez le sac, vous le mettez dans les poubelles et puis vous êtes tranquille pour l'année. Mais c'est un truc qu'il faudra répéter plusieurs fois. Parce qu'évidemment, il y en a qui vont revenir d'ailleurs. Hein. Elles ont un cycle. Alors c'est des bestioles qui ont des cycles qui sont très bien identifiés. Et il y a toujours un moment où on arrive à intervenir à un moment ou un autre de ce cycle. Et là, le moment parfait, c'est à la descente de l'arbre, en fin d'hiver. Donc il faut bien surveiller ça. Au niveau des ravageurs, est-ce que vous avez noté l'apparition peut-être de nouveaux ravageurs ? On a parlé de la punaise diabolique. Ça fait pas longtemps qu'on l'a sur Chambéry. Ça doit faire 3-4 ans. Est-ce que vous avez des bestioles comme ça qui vous posent des problèmes ? Alors nous, à Terre Vivante, on a eu une visite entre guillemets, d'un bout de la drafe, en fait, de la drafe, du coup, qui regarde un peu sur les nuisibles, les nouveaux ravageurs, etc. Pour savoir, du coup, comme on est un grand jardin, savoir si on n'a pas des ravageurs émergents, nouveaux qu'on ne connaît pas. Donc nous, on n'en a pas. Donc voilà, donc je parle. Mais par contre, on a remarqué deux choses. Une prolifération de certains ravageurs qui sont liés à des étés très secs, notamment les altises. Donc les altises, c'est les petits poinçonneurs de vos choux, de vos radis, de votre roquette et tout ça là. Et nous, comme on a de plus en plus des printemps chauds et secs, on a quand même pas mal d'altises. Donc ça, voilà, plus que les autres années. Et on en a un deuxième parce qu'en fait, on a une forêt un peu on a du buis un peu, du buis spontané sur une partie de notre domaine.
Et du coup, on a de la pyrale du buis. Mais comme on est à 800 mètres, pour l'instant, elle est à 800 mètres, la pyrale du buis sur le Vercors, si ma mémoire est bonne. Donc elle plafonne. Donc nous, elle arrive à l'automne, elle est là, et puis elle meurt, et puis on ne la voit pas du printemps, puis juste elle revient à l'automne, et puis elle meurt. Donc pour l'instant, on l'a, mais elle ne fait pas de casse. Mais on se dit que dans les 10 ans qui arrivent, ça va passer. Alors que moi, quand je suis arrivé à Terre-Vente il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et là, il y a, on voit 10 des petits ans, bouts, je ne sais pas si on avait la pyrale il y a 10 ans. Nous, non, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. du coup, ça fait 2-3 ans où on voit des petits bouts de pyrale qui Ouais. arrivent à l'automne et qui sont de plus en plus longs, alors qu'avant, les avait pas 5 ans en arrière, 4 ans en arrière, il n'y avait rien du tout, quoi. Mhm. Alors que nous, là, sur Chambéry, quelqu'un veut témoigner par rapport à la pyrale? Oui, merci. Oui, la pyrade est venue sur tous les coteaux et les basses de vallée, hein. Aussi bien vers Chignin, Saint-Pierre-d'Albigny, jusque vers Albertville, hein. Et ils ont tout saccagé jusqu'à une altitude de presque 800 mètres vers la Savoyarde et autres, hein. Et ça reste encore. Les buis démarrent tout doucement. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup encore, hein. Donc ça a fait du ravage. Alors, bon, je travaille, moi, au domaine de Rénac, à la mode Servolex, au lycée agricole, et nous, on avait tout un tas de buis un peu historiques. Alors, c'est très étrange. Des vieux buis pas taillés, dont on pourrait penser qu'ils ont une plus forte capacité à se défendre, sont quasiment tous morts. Ils repartent pas. On a commencé à les abattre. Et par contre, des buis qui ont toujours été taillés en taupière, eux sont plutôt pas mal repartis, pour certains très bien. Alors, on a traité, chez nous, enfin, le jardinier de l'école a fait quelques traitements, à quoi je ne sais plus. Je ne saurais pas vous dire avec quoi il a traité, mais je sais qu'il a fait quelques traitements. Si. Au BT, non? Au BT, au bacille de Thuringe. Sauf que il y a des traitements qui ont été inefficaces, qui n'ont pas été appliqués au bon moment. Et puis il y en a qui ont bien marché. Donc il y a une partie des buis qui a été préservée. Il y a beaucoup de buis qui redémarrent quand même. On fait des chantiers de taille un peu partout. On est allé tailler du côté du lac d'Aiguebelette des buis qui semblaient morts et qui en fait ont plein de petites pousses. Donc on les laisse repartir et puis on n'enlève que le bois sec et on se dit que bon, d'ici 5-6 ans, ils vont retrouver une forme à peu près correcte de buis. Mais en tout cas, le phénomène pyrale, pour nous, en bas, ici, on va dire que c'est fini. Il n'y a plus Alors, il y a moins de buis, c'est sûr. La pyrale a dû diminuer. On suppose aussi qu'il y a pas mal de prédateurs qui ne connaissaient pas le papillon, qui s'y sont intéressés, et des oiseaux, hein, en l'occurrence. Et du coup, la pyrale ne nous pose plus de problème à la mode Servolex. Je dis ça, il n'y a pas un bout de bois là. Si, là, tiens, allez. Voilà. Donc on espère que ça va durer comme ça. Mais c'est vrai que si elle arrive, faut craindre, quoi. C'est une catastrophe, hein. Ça a été terrible chez nous, hein. Pendant 3 ans, on a passé 3 années, vraiment, on se disait que c'était une cata. Voilà, ça se calme. Blaise, de ton côté? Avec des étés un peu secs, j'ai un peu plus de punaises sur les tomates en fin de saison, comme au mois d'août. Et j'ai dû avoir une petite chenille qui se met dans les tomates aussi, qui s'appelle Tuta absoluta. Donc le nom... en fait, ça, je crois qu'elle est venue d'Italie où il y a déjà pas mal d'années, puis elle remonte aussi. Ouais, on va voir ici aussi. Elle remonte progressivement dans... On en dans parle, la mais France. uniquement en production légumière. Oui, voilà. Oui. Je pense qu'elle n'est Ça. pas trop présente dans les jardins, ou en tout cas, elle Ouais. n'explose pas, quoi. Ouais. Mais sinon, non. J'avais une question, mais elle m'est ressortie de la tête. C'est terrible. Avant la Tuta absoluta, tu as parlé de... Des punaises. Oui, j'avais une question, parce que je profite que j'ai 2 jardiniers émérites. J'ai lu quelque part que le fait d'avoir un petit point d'eau dans le jardin permettait de limiter les dégâts par rapport aux punaises, qu'elles venaient surtout dans les légumes un peu, ou les plantes un peu aqueuses pour piquer et pour boire. Mais vrai, pas vrai? Joker. Je ne sais pas. Il faut aller Laisse, t'as la appeler. réponse. Il n'y a qu'un joker, hein, Pascal. Un seul joker. Il faut appeler Gilles Leblay, spécialiste de la mare. Peut-être qu'il pourra nous dire, je ne sais pas. D'accord.
Au niveau, tu as parlé du côté imprévisible du temps. Au niveau des températures et des précipitations dans ton coin, ça se passe comment à peu près? Là, ça a tendance à pas mal bouger. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, c'est imprévisible. Alors, moi, je relevais la pluviométrie depuis une dizaine d'années. Et alors, en principe, dans le Vaucluse, la pluviométrie annuelle, c'est 600 mm. C'est un des départements les plus secs de France. Mais vers chez moi, c'est un peu plus, parce que comme je suis à 350 mètres d'altitude, au pied du Luberon, c'est 700 mm. Et en fait, les 3 premières années, donc c'était dans les années 2010, c'était à peu près la moyenne. Et puis depuis, je mesure, c'est du yo-yo tous les ans. Il y a eu une année où ça a monté à 900 mm, c'était en 2016. Et après, ça a dégringolé en 2015, 2016, 2017. En 2017, j'ai eu 290 mm, même pas la moitié de ce qui tombe dans l'année. Après, là, c'est remonté. Cette année, ça va être à peu près stable. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est impossible à prévoir, ça. Et donc, je le sais parce que j'ai mesuré, mais je me suis surtout aperçu parce qu'à partir de mi-juillet, j'avais plus d'eau pour arroser. Parce qu'en fait, j'arrose avec les surverses des fontaines du village, qui sont elles-mêmes alimentées par une source qui se situe au nord du village. Et donc, j'ai pas le jardin, je peux pas arroser, puis ça ferait des quantités un peu importantes. Je peux pas arroser avec l'eau de la ville. Et du coup, j'étais obligé d'adapter vraiment des stratégies pour me débrouiller sans eau. Bon, après, on va peut-être en parler un peu plus des techniques, mais ça, sur la pluviométrie, je l'ai vu vraiment beaucoup. Sur la température aussi, la température avec des printemps de plus en plus doux. Moi, quand je suis arrivé dans mon village, c'était en 84, je ne connaissais pas du tout le climat méditerranéen. Je venais de la région toulousaine et des Pyrénées, donc je n'étais pas habitué à des hivers secs avec le climat méditerranéen, entre guillemets, classique, depuis plusieurs décennies ou même sans doute plusieurs siècles. Ce sont des étés secs, des hivers secs, et puis des automnes pluvieux, des printemps pluvieux. Et en fait, tout ça, c'est en train de vraiment bouger. Ça m'est arrivé de voir des hivers où il pleuvait quasiment tous les jours, alors qu'en principe, il fait sec en hiver. Des étés aussi pluvieux. Bon, j'ai pas eu un mois de juillet comme vous avez eu ici. Là, il a plu beaucoup au printemps, mais pas au mois de juillet. Et côté température aussi, il fait de plus en plus chaud dès le mois de février, mars. Mais ça n'empêche pas, comme le disait Pascal, le gel que tout le monde a eu au mois d'avril, je l'ai eu aussi, j'ai perdu les pommes de terre. Et ça n'empêche pas les gels tardifs. Ça, c'est une problématique. Mais c'est vrai que les printemps sont de plus en plus doux. Quand je suis arrivé dans la région, je me suis renseigné, par exemple, sur les dates de semis des haricots. Et on me disait, les haricots, tu ne les mets pas avant fin avril parce qu'il fait trop froid, le sol n'est pas assez réchauffé. À Mince, ça doit plutôt être fin mai, je ne sais rien, les haricots, ou juin. Mais moi, je pouvais le faire fin avril. Et j'ai tenté, quand j'ai vu que ça se réchauffait, il y a une dizaine d'années, j'ai tenté de faire des semis fin mars. Et une année, ça a marché. J'ai récolté mes premiers haricots verts le 1er juin. Donc c'est vraiment très tôt. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Parce que voilà, s'il y a un refroidissement au printemps... donc maintenant, en fait, c'est une technique aussi pour avoir toujours des légumes avec un climat détraqué, c'est de faire plein de semis. Et en plus, quand on fait ses propres graines, on n'a pas... Parce que le budget graines, il peut vite être important. Quand on fait ses propres graines, on a beaucoup plus de semences et on peut prendre des risques à vraiment étaler ses productions, quoi. On te demandera 2-3 conseils là-dessus. Ouais. Pascal, de ton côté, précipitation, température? Ouais, nous, donc nous, on a plutôt des étés, on va dire, peut-être pas méditerranéens, on a plutôt des étés secs, normalement. Et puis après, il est censé neiger un peu en hiver et puis pleuvoir au printemps et à l'automne. Donc ça, c'était le schéma officiel, climat montagnard qu'on avait, avec une petite influence méditerranéenne en été. Et là, maintenant, ce qui a le plus changé et peut-être le truc qui nous perturbe le plus, c'est que vous savez ce petit printemps
un peu doux. Alors je dis doux, il fait quand même froid, mais il fait pas trop froid et il pleut quand même. Du coup, on n'a pas arrosé les carottes ou les petits pois ou les premiers radis. Eh ben, on le connaît plus trop. Et donc, on se retrouve nous au mois de mars à devoir mettre en eau notre lieu parce qu'en mars, il pleut plus assez pour arroser les semis, mais avec quand même des gelées, quoi. Et donc du coup, on est dans une espèce de truc où on se dit, avant, on n'arrosait pas avant le mois de mai quasiment. Allez, fin avril, début mai, et maintenant on se retrouve dès le mois de mars à devoir arroser les sols, sinon rien ne germe. Et du coup, ça a clairement changé nos pratiques parce qu'on n'a plus ce printemps, ce vrai printemps pluvieux et favorable. Et ça, c'est peut-être la pratique qui nous gêne le plus, et aussi d'un point de vue purement pratique comme vous jardinier, c'est qu'on doit mettre en eau quelque chose avec des possibilités que tous les robinets pètent un mois après parce qu'il fait moins 10, quoi. Et donc du coup, ça, techniquement, c'est une vraie galère, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve sans arrêt à mettre en eau et à regarder la météo pourvu que ce soir il fasse pas moins 5, sinon tous les robinets vont claquer en plein vol, quoi. Et donc ça, on l'observe et elle nous gêne beaucoup, cette chose-là. Et la deuxième chose qui nous gêne, c'est la disparition, on va dire, régulière des vrais hivers froids. C'est-à-dire qu'on a des hivers où oui, voilà, là aujourd'hui c'est un mauvais exemple, là, il neige alors qu'on n'est pas en décembre, mais on va dire que donc du coup peut-être que l'hiver sera froid. L'hiver dernier a été un peu froid, chez nous, mais du coup comme on a des sols très argileux, comme c'est ici a priori, c'est ça si j'ai bien compris, on avait une pratique ancestrale qui était en hiver de travailler les sols pour faire remonter les mottes et de laisser le gel-dégel péter les mottes, quoi. Maintenant, on ne prend plus le pari, quoi. On ne prend plus le pari parce que même s'il y a des gelées, il n'y a pas assez d'alternance gel-dégel suffisamment forte pour faire cette gélifraction et casser nos mottes. Et donc, on se retrouve à couvrir nos sols, donc à les laisser couverts tout l'hiver parce que du coup, comme il n'y a plus de gélifraction, il n'y a aucun intérêt à les laisser à nu. Et à se dire, on n'a plus cette pratique-là qu'on avait il y a 10 ans en arrière, on l'avait, il y a 7 ans en arrière, on l'avait, on a commencé à la changer il y a 5 ans, et maintenant, on ne la fait plus du tout. Parce qu'en gros, on sait qu'on gagnera quasiment jamais. Parce qu'on sait que ça va plutôt être des hivers plutôt doux plutôt que des hivers où ça claque un peu, quoi. Et ça, ça a clairement changé nos pratiques jardinières, quoi. Sur ce truc-là, c'est important. J'ai eu toute une discussion avec des élèves cette semaine. C'est la fameuse balance bénéfice-risque. On sait que quand on laisse le terrain à nu tout l'hiver, on s'expose quand même à de l'érosion. Alors s'il y a vraiment, s'il y en a de la neige, il y a moins d'érosion. S'il y a du gel-dégel, ça pète les mottes et on récupère un terrain un peu plus friable. Par contre, s'il y a essentiellement de la pluie et une température douce, on a surtout de l'érosion. Et ça, c'est catastrophique. Et dans ce cas-là, il faut vraiment, vraiment changer de pratique. Alors certes, parce que c'était le truc de mes élèves, « Ah, mais on a toujours fait comme ça ». Le genre de phrase qui me donne envie de mettre des baffes. Si vous avez toujours fait comme ça, faut changer. Faut changer. Et c'est vrai que la couverture du sol, on a assez de feuilles mortes qui tombent un peu partout. Ramassez des feuilles et couvrez vos plates-bandes dans le potager, dans les massifs. Couvrez tout ça pour que les vers de... En fait, c'est les vers de terre qui font le boulot à la place du gel. Ouais, on va dire que si l'hiver est pas trop froid, c'est la vie du sol qui va faire un peu le job. Après, pendant l'hiver, nous, c'est quand même au ralenti. Il ne faut pas dire que les lombrics qui bossent à fond, parce qu'il ne fait pas non plus 15 degrés. Donc, il va faire 3 degrés, 2 degrés, donc ça va bosser au ralenti. Mais c'est plutôt pour limiter l'érosion et tout ça qu'on paille. Ce n'est pas tellement pour ce que la faune du sol, elle bosse. Et après, moi, je voulais réagir à ce qu'il disait Blaise. Il disait qu'il tentait les semis de haricots fin mars. Nous, on n'en est pas là encore, mais nous, du coup, on commence à adapter des techniques entre guillemets du sud. Donc Blaise, lui, il sème les fèves et les petits pois en octobre. Fin octobre, début novembre. Parce que du coup, le climat méditerranéen le permet. Et nous, dans nos serres, sous nos tunnels, on commence à faire ça. Et on fait ça. Parce qu'on se dit, c'est bon, l'hiver, il n'est plus assez froid pour qu'on ne se le permette pas. Et maintenant, on sème des petits pois, on sème des fèves à 800 mètres d'altitude sous des tunnels en octobre. Et du coup, on arrive à récolter des petits pois et des fèves beaucoup plus tôt. Parce que du coup, il ne fait plus assez froid pour qu'elles aient des problèmes pendant l'hiver, quoi. Alors qu'avant, on ne pouvait pas se le permettre. Ça ne veut pas dire que ça marche tous les ans. Mais c'est vraiment cette notion de bénéfice-risque, de se dire, autant avant, ça ne valait jamais le coup. Autant maintenant, ce n'est pas tout le temps gagné. Mais ça commence à valoir le coup quelquefois. Et donc, du coup, on commence à jouer un peu.
Ouais, puis après, avec des fèves et des petits pois, même si la fructification ne se passe pas, tu récupères au moins un paillage nutritif plein d'azote, etc. Tu as amélioré ton sol. Il y a un monsieur qui a une question là, ou un témoignage. Je reviens sur la question de l'érosion. Quel est le problème de l'érosion ? Je fais ? Ah ben, qui veut? Ben, moi je veux bien le faire, mais je le fais. Ben, le problème de l'érosion, imaginez, alors je ne sais pas si c'est... imaginez, vous avez votre terre que vous cultivez, et du coup vous avez une terre prête à cultiver, arable, vous avez une certaine profondeur de sol. Et puis le problème de l'érosion, c'est qu'une partie de ce sol va être emmenée ailleurs en fait, par la pluie, etc. Et donc vous allez perdre du sol, et en plus vous allez amener du sol ailleurs, dans d'autres endroits, quoi. Vous comprenez ? Et du coup, il y a tous les deltas, etc. À force, quand on amène tout, où on ramène de la matière dans ces choses-là. Donc vous perdez du sol et vous en ramenez ailleurs. Donc en fait, vous perdez de la couche cultivable. Vous, si on est purement auto-centré. Vous comprenez ce que je... Voilà. Ouais. D'un point de vue pratico-pratique, ce qui s'en va en premier, c'est les éléments les plus fins. Donc c'est l'argile et c'est les éléments nutritifs. Donc tout l'engrais que vous avez mis dans le sol ou qui s'est fabriqué un peu tout seul, puisque la roche-mère libère des minéraux et c'est de l'engrais, tout ça. Donc tout ça s'en va. Et surtout, le gros problème, c'est l'argile. Et l'argile, c'est quand même la base de la richesse du sol. L'argile, c'est le garde-manger du sol. C'est la base du complexe argilo-humique, qui est le garde-manger réel, hein, le fait que votre sol retient l'eau, retient les éléments fertilisants. Voilà. Donc l'argile est indispensable dans les sols. Quand on en a beaucoup, on galère un peu, mais en même temps, on sait qu'on a un sol qui potentiellement est très riche. Voilà. Il suffit d'apporter beaucoup de matière organique, de créer du complexe argilo-humique. Alors, il faut beaucoup de travail, ça demande de la sueur, surtout quand on fait tout à la grelinette. Mais potentiellement, c'est des sols qui sont très riches par rapport aux sols sableux qui ne retiennent rien ou pas grand-chose. Voilà. Et l'érosion, en fait, je montrais à mes élèves un schéma où il y a plusieurs couches dans le sol. Tout en bas, au fond, il y a la roche-mère. Dessus, il y a un horizon minéral, il y a la décomposition de cette roche-mère. Et puis après, tout en haut, il y a la partie organique, la partie où la plupart des racines, en tout cas les racines des petites plantes sont là. Et il y a le mélange entre cette matière organique et les matières minérales qui est fait par les vers de terre, par toute la vie du sol. Donc c'est ce qu'on appelle un horizon organique. Et bien, quand vous avez de l'érosion, c'est cet horizon organique qui diminue de plus en plus. Et alors que l'horizon qui est en dessous, en fait, il n'est pas très intéressant, il n'y a pas grand-chose à bouffer à l'intérieur. Et au pire du pire, donc ça c'est quand vous regardez dans le sud, là où l'humanité s'est installée en premier, le labour a provoqué une érosion terrible et il n'y a plus de terre cultivable. En gros, on peut faire pousser que de la vigne parce que la vigne pousse dans les cailloux, mais on ne peut plus faire pousser des carottes et d'autres légumes, quoi. Je simplifie grandement, hein. Alors, allez, un peu de science. Le vrai terme, quand ça descend dans la terre, c'est de la lixiviation. Les éléments fins descendent. Et là, c'est pas trop grave parce que les vers de terre les remontent. Par contre, ce qui craint, c'est le lessivage. Le lessivage, c'est quand ça part en surface et que ça va dans la rivière. Parce que là, c'est parti, chez nous, ça va à la Méditerranée. C'est mort pour nous, hein, c'est fini. Voilà. Ça va boucher les quelques barrages qui sont sur le chemin, mais c'est des matières intéressantes qui partent à la rivière. Voilà, ça, il faut à tout prix l'éviter. Quand j'étais gamin, que j'étais à l'école, on nous disait, en France, on perd 800 kilos d'éléments fins par hectare et par an. Et là, aujourd'hui, on est à 2 tonnes. 2 tonnes d'éléments fins par hectare et par an. Direction l'Atlantique ou la Méditerranée, selon le cas. Du coup, comment on pourrait éviter le lessivage ? Il y aurait des techniques ? Blaise, c'est ton livre, Oui. c'est pour toi, c'est Bah, cadeau. c'est la couverture du sol, hein. Bah, déjà, il y a la couverture du sol et selon les terrains, selon la pente du terrain, c'est bien connu, c'est de travailler la terre en fonction des courbes de niveau et pas dans le sens de la pente. Donc ça permet de diminuer Alors, je corrige un peu, je me permets. C'est aussi du ruissellement. En fait, c'est le ruissellement quand ça coule. Le lessivage, c'est des éléments qui sont emportés en profondeur, mais c'est des éléments comme les argiles. Et la lixiviation que tu dis, c'est des éléments comme le nitrate. Mais pour limiter le lessivage
ou le ruissellement, c'est d'avoir un sol toujours couvert. Et même, des fois, on ne se rend pas compte, il y a des sols qui paraissent pas vraiment très pentus, qui sont ce qu'on appelle des faux plats. Quand il y a des pluies très fortes, ça part quand même. Hein. On peut voir ça très facilement. Ouais. Moi, je sais pas si ça marchait, hein, mais du coup, juste pour réenchérir, il vous a dit la couverture du sol, mais s'il y a bien qu'une chose à retenir en tête dans votre jardin, c'est qu'il faut pailler votre jardin, quoi. Oui. S'il y a qu'une chose à faire dans la vie, c'est ça, quoi. Tout le reste, vous pouvez lâcher l'affaire, quoi. Les associations de plantes, les machins, déjà payer votre jardin, quoi. Vous aurez fait 90% du job. Et aussi dans la façon de travailler le sol. Moi, mon grand-père, on avait des grands champs de pommes de terre dans les Pyrénées, dans des terrains en pente. Et quand il les travaillait, alors Blaise, tu me diras si ça marchait ou pas, on les travaillait de manière à toujours essayer de remonter, parce que c'est pas une époque où on paillait, mais on faisait les travaux du sol en essayant de remonter la terre du bas du champ vers le haut du champ, parce qu'en fait ça se voyait. Ça se voyait qu'en bas du champ, il y avait une couche un peu plus épaisse qu'en haut du champ. Donc on travaillait toujours les sols de manière à remonter les matières, parce que le ruissellement, ils avaient fait descendre. Parce que c'est une époque où, moi j'ai appris, on couvrait pas les sols, quoi. C'était labour, motobineuse et en avant, quoi. Et donc du coup, dès qu'il y avait du ruissellement dans les pentes, tout était en bas du champ, et après on se tapait le boulot de les remonter à coup de pétrole. C'est très 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 important. Alors il y a plusieurs types de couverture, hein. Il y a le fait de mettre des paillages différents, et puis ça peut être aussi ce qu'on appelle le couvert végétal, de semer une culture. Là en ce moment les jardins se sont bien vidés. Semer quelque chose qui craint pas le froid et qui pousse vite et qui va occuper le terrain. Il ne faut pas laisser la terre à nu. C'est un peu tard quand même. Alors, une question pratique, parce que dans nos régions d'élevage, on n'a plus beaucoup de polyculture, donc plus beaucoup de paille. Donc, quels matériaux sont bien pour couvrir les sols? Là, en ce moment, je couvre avec de la feuille de noisetier, mais voilà. Il y a certainement beaucoup d'autres choses. Je pense que la feuille de noyer, il ne faut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre que la paille qui n'est pas très répandue dans notre région? Ce que vous n'avez pas beaucoup de paille dans la région, mais j'imagine que vous avez du foin. Alors, soit par exemple du vieux foin que les paysans ne veulent plus utiliser parce qu'il est plus nutritif, et ça fonctionne très bien le foin. Vous avez un excellent livre à Terre Vivante qui s'appelle « Je paille mes cultures » avec plein d'idées de paillis. Et non, mais après, le paillage, c'est ce qu'on a sous la main ou pas loin de chez soi. Le foin, ça fait beaucoup de graines, donc pour le oui, jardinier, c'est un peu délicat. C'est beaucoup de graines, mais en fait, moi, je paille 80%, je paille avec du foin parce que à côté de mon jardin, il y a une prairie, mais il n'y a pas d'animaux, donc c'est un paysagiste qui vient couper régulièrement et je peux récupérer tout ce que je veux. Et des fois, je récupère du foin qui a grainé. Et alors, je ne sais pas si c'est un miracle ou quoi, mais moi, j'ai jamais de problème de repousse. Tu vas expliquer, c'est facile. Ouais. En fait, le meilleur paillage, c'est n'importe lequel. Le paillage, c'est de la tonte de gazon, des feuilles mortes, du foin, de la paille, ce que vous avez, en fait. On s'en fiche un peu. Le tout, c'est de pailler, en fait. Mais elle a peur que ça... Et pour répondre pour le foin, donc si c'est vous qui laissez monter un coin du jardin en herbe et que du coup vous faites une vraie fauche tardive quand c'est monté à graines, potentiellement vous ramenez de la graine. Oui. Mais quand vous achetez du foin en agriculteur, bien souvent ils ne font pas des fauchages tardifs, bien souvent, à part quelques-uns. Donc les graines ne sont pas formées, hein. Ils fauchent quand c'est plus ou moins en floraison, ce qui est un peu critiqué par les écolos. Et donc du coup n'ayez pas peur de la graine dans le foin, il n'y en a pas plus. Il y en a si vous laissez un truc monter très tard, mais sinon il n'y en aura pas plus que dans une paille de blé. Nous on paille avec des bottes de paille, il y a du blé qui germe aussi, un peu. Donc il n'y en a pas plus dans le foin des agriculteurs, n'en ayez pas peur. Voilà, et puis pour que les graines germent, il faut qu'elles soient au soleil, à la lumière en tout cas. Donc s'il y a suffisamment épais de paillage, elles ne vont pas germer. Vous êtes tranquille de ce côté-là. Alors je fais pas mal d'essais dans mon jardin, qui est petit, donc ça me permet de faire pas mal d'essais assez facilement. Et là, cette année, je me suis dit, je vais utiliser il y a des chevaux à côté de chez moi, je vais utiliser du fumier de cheval, alors pas frais quand même, j'ai un peu attendu. J'ai imaginé que ça m'apportait à la fois le fumier en tant que tel, quoi, et puis la petite paille bien moulue, liée à la digestion du cheval. Est-ce que c'est plutôt une bonne solution ou je prends des risques?
Ça dépend de la dose. Les fumiers sont très riches. Alors bon, le plus riche, c'est le fumier de poule. Hein. Là, il faut vraiment... Fumier de poule, c'est une poignée par mètre carré, un peu plus, mais c'est 100 grammes, 200 grammes par mètre carré. Là, ça dépend. Il ne faut pas amener une couche de fumier épais comme ça, c'est trop. Hein. Si vous l'avez composté avant, c'est bien aussi. Non. J'ai déjà effectivement essayé le compostage du fumier, mais moi j'ai un sol qui n'a pas beaucoup d'argile, donc qui est un peu plus sableux et qui perd facilement les éléments. Alors à ce moment-là, le fumier, il ne faut pas l'amener maintenant, il faut l'amener au printemps. Parce que là, il peut y avoir des pertes importantes d'azote. Hein. C'est pas parce que voilà, il y a de l'azote déjà minéral dans le fumier, et ça va être perdu. Voilà, et vous ne pouvez pas faire ça par exemple à Évian ou à Vittel parce que l'eau d'Évian ou l'eau de Vittel, ils vont avoir des problèmes. Et que dire du paillage avec un BRF? Alors le BRF, ça veut dire bois raméal fragmenté. En fait, c'est du broyat de bois tout simplement. Mais quand on parle de BRF, en général, c'est une technique où ça vient du Québec. Hein, ils ont mis ça la personne qui a développé la technique, c'était pour nettoyer les érablières, pour récupérer la sève hein, pour faire le sirop d'érable. Et du coup, l'idée, c'est d'utiliser ces broyats, mais même de les enfouir en automne. Et puis après, ça commence à se dégrader. Et alors au jardin, il faut se méfier, surtout ici, je sais qu'il y avait un agriculteur bio, je ne sais plus s'il était je crois que c'était à l'entrée de Chambéry. Il avait essayé la technique et en fait, moi j'ai suis retourné chez lui, il avait commencé à essayer la technique et en fait il y avait un gros tas de BRF à l'entrée de sa ferme parce qu'en fait il en avait fait trop rentrer puis il avait arrêté parce que chez lui c'était une catastrophe parce que le climat ici il est assez humide et frais, il avait des sols relativement argileux et du coup en fait ça se dégradait pas assez bien quoi. Donc toutes les techniques il faut vraiment les essayer. Il faut partir du sol hein. Alors ça peut par contre mieux fonctionner dans des sols secs, sableux. D'ailleurs la technique du BRF elle a bien été elle est connue en France par un bouquin de Jackie Dupetit, qui est un agriculteur, un maraîcher bio sur l'Écosse. Et lui, il a un sol très sec, il ne pleut jamais. Et chez lui, ça a très très bien marché parce que c'était les bonnes conditions. Parce que le BRF, et comme c'est du bois, c'est surtout des champignons qui vont le dégrader. Et les champignons, ils sont très forts pour transporter l'eau parce qu'ils font ce qu'on appelle des ifs, hein, des filaments microscopiques. Et à la moindre goutte d'eau qui tombe, même si c'est une goutte de rosée, eh bien, elle est prise dans le réseau des champignons. Et en général, c'est des champignons mycorhiziens qui ont une symbiose avec les plantes, par exemple avec la tomate. Et du coup, la goutte d'eau, elle est tout de suite prise en charge et elle va directement dans la tomate. Mais il faut que ce soit une des conditions qui te permettent. Si on a un sol qui est déjà trop plein d'eau, ça ne va pas être une bonne solution, quoi. Là, ce qu'il y a, faut pas confondre BRF et broyage de branches. La technique du BRF, c'est un truc très particulier pour des conditions très particulières. Par contre, pailler votre jardin avec vos broyages de branches, c'est tout à fait faisable dans la mesure où c'est pas du gros bois, dans la mesure où vous avez un petit broyeur et que vous broyez des petites branches, où il y a un bon équilibre carbone-azote. Parce que dans le gros bois, il y a beaucoup trop de carbone, pas assez d'azote, et vous faites des fins d'azote. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que de toute façon, rien ne sort du jardin. Donc tout ce que vous taillez, tout ce que vous taillez, vous le broyez et vous le réutilisez en paillage, que ce soit au potager ou si vous avez des doutes sur une éventuelle toxicité de laurier palme, de choses comme ça, de noyer, et ben mettez ça dans les massifs avec les rosiers, sous la haie par exemple. Je me tue à dire à mes élèves arrêtez de passer la soufflette là, sous la haie quand vous avez taillé une haie et ne me mettez pas la terre à nu sous la haie, c'est débile. Est-ce que quelqu'un dans la forêt va ramasser les feuilles pour nettoyer la forêt? C'est pas propre. C'est pas propre, voilà ce qu'on me dit. Mais n'empêche que petit à petit, on appauvrit le sol. On a déjà des végétaux qui sont plantés trop près les uns des autres, qui se font concurrence et qui appauvrissent le sol. Si on ne laisse pas au minimum les feuilles se décomposer au pied. Est-ce qu'on peut pailler pour partie avec du carton?
Allez. Oui. Oui, alors le carton, mais évidemment un carton non coloré, non blanchi, et avec le moins possible d'écriture, ou pas du tout, quoi. Ou en tout cas, éviter les encres de couleur, et puis pas de scotch, pas d'agrafe. Alors, c'est sûr que c'est très efficace pour les herbes adventices, si vous avez trop d'herbes ou de la prêle ou des choses qui sont difficiles à maîtriser. Par contre, ça limite quand même les échanges gazeux, l'air. Donc, ça peut être bien dans les allées. Moi j'utilise des cartons au jardin pour ce qu'on appelle souvent la technique du carton. C'est-à-dire que c'est pour mettre en culture une prairie. Je coupe à ras l'herbe, je mets les cartons. Dessus, je mets une bonne couche soit de terre, soit de compost, soit un mélange des deux. Et les cartons, là, c'est vraiment pour faire le noir. Et le carton, là, j'en ai mis il y a un mois, là, dans un mois, le carton il a disparu parce que il aurait été mangé par les. Là, il reçoit les pluies d'automne, il aurait été mangé par les. Mais alors, c'est pas vraiment un paillage, mais pourquoi pas? Moi, je voudrais dire deux trucs. On est quand même dans l'idée du changement climatique et pas que dans les pratiques culturelles. Le paillage, c'est pas que le lessivage, le ruissellement, c'est aussi retenir l'eau dans le sol. Hein. Et donc du coup, dans des trucs où à Cucuron, on a de moins en moins de flotte, à Terre Vivante aussi, et je sais pas chez vous aussi, quand même pailler, c'est aussi mieux gérer le stock d'eau dans votre sol et que vous gérez la ressource en eau et passez moins de temps à arroser. Donc c'est pas rien, quoi. C'est pas que protéger le sol, c'est aussi avoir des pratiques jardinières vertueuses. Moi, je tique un peu sur le carton. Moi, j'aurais tendance à dire que la meilleure chose qu'on sait faire avec du carton, c'est du carton. Modulo, la filière de recyclage marche à plein régime. Je pense que vu à quel point ça turbine la vente à distance et la demande en cartonnage à l'échelle mondiale, si vous voulez vraiment être écolo, à mon avis, il vaut mieux refaire du carton avec du carton plutôt que foutre les cartons dans les jardins et nécessiter de reprendre de la pâte à papier pour faire du carton. Donc j'aurais tendance à dire le carton à part pour désherber une prairie, sinon il va dans la benne. Et après, on se démerde pour trouver un autre paillage, quoi. Oui, et puis désherber une prairie, à la limite, tu peux aussi avoir un bout de plastique. Je sais bien que tout le monde n'aime pas le plastique, mais s'il resserre une bâche noire que tu ranges, que tu plies soigneusement pour pas qu'elle s'abîme mais qu'elle dure un grand nombre d'années, c'est l'idéal pour faire crever un coin d'herbe pour démarrer un potager, par exemple, hein, ou pour créer un nouveau massif. Voilà. Non, là, tu as bien fait de nous ramener à la réalité du débat. Parce qu'on était parti sur le paillage, protection du sol, etc. Mais on a quand même chez nous ce fameux climat montagnard, normalement froid et humide en hiver et normalement chaud et sec en été. Alors on a des variations, évidemment, d'une année sur l'autre, mais globalement, vous avez quand même tous remarqué qu'on a des débuts d'été même très chauds au mois de juin. Ça tabasse sévère quand même, hein. Et au mois de juin, c'est là où normalement les végétaux sont en pleine croissance et on a besoin d'eau. La chance, c'est qu'on a quand même encore un peu de pluie l'hiver, pas tous les hivers, parce qu'on commence aussi à avoir des hivers secs, très bizarre. Mais en tout cas, il tombe encore suffisamment d'eau l'hiver. Cette eau qui tombe dans le sol l'hiver, si on a paillé, elle est rentrée dans le sol. Hein, elle n'est pas courue en surface, elle est bien rentrée dans la terre. Et maintenant, il faut faire en sorte qu'elle y reste le plus longtemps possible et qu'elle ne s'évapore pas dès qu'il fait un peu chaud. Et là, le paillage, il a un rôle isolant qui est génial et qui va permettre à l'eau qui remonte du sol de rester là, de se condenser sous le paillage et de profiter aux végétaux. Donc ça, c'est pour ça que, comme je suis 100%, 1000% d'accord avec toi sur le fait que vous pouvez faire plein de techniques, plein de trucs dans le jardin, mais la première des choses à faire, c'est de pailler. Pailler. Et pailler, n'hésitez pas. Plus c'est épais, mieux c'est quand même, globalement. Oui, c'est en fait parce que on parle du paillage. Moi, c'était un peu normal aussi parce que j'ai l'expérience il y a des jardins partagés qui se sont créés à côté du mien il y a 2 ans. Donc il y a plein de personnes qui n'avaient jamais jardiné. Et en fait, il y avait une consigne entre eux qu'il fallait pailler. Et en fait, j'étais allé voir le jardin, on avait discuté. Et en fait, pour beaucoup de néophytes, le paillage, c'était juste mettre 2-3 morceaux de paille juste autour d'un pied de courgette. Il y avait 2 cm de paille
Et puis en fait, tous les allées, c'était pas paillé. Ça, c'est pas du paillage. Le paillage, comme je dis, c'est vraiment une grosse épaisseur. Et plus il fait chaud, moi, sous les tomates, je conseille de mettre 10 à 20 cm de paille. Alors, après, plus il est fin, quoi, du foin, ça peut être moins, parce que mais c'est pas 2 cm, ça sert à rien. En fait, 2 cm de paillis, ça sert absolument à rien. Donc c'est vraiment... Et c'est y compris les allées, parce que comme dans les... Je donne toujours l'image des bâtiments pour limiter les pertes thermiques. Il y a ce qu'on appelle les ponts thermiques, des endroits où il n'y a pas d'isolant et la chaleur va partir par là. Mais pour le paillage, si on paille bien sous les cultures, mais que toutes les allées sont nues, mais en fait, l'eau, elle n'est pas bête, hein, elle va rejoindre les allées, elle va partir. Donc c'est aussi pailler les allées, quoi. C'est le jardin toute l'année et 100% de la surface paillée. Alors moi, j'ai engazonné mes allées, j'ai bien fait? Oui, alors là, Enfin, j'ai laissé l'herbe, en fait. J'ai pas mis du gazon, les gars. J'ai laissé l'herbe. C'est plus pratique, c'est aussi une gestion, mais l'eau, elle va aussi partir par là. Mais bon. Ok. Tac. J'avais noté quelques questions moi, pour vous, les gars. Est-ce qu'il faut oublier certains légumes? Est-ce qu'avec le changement climatique qui se produit, est-ce que ça va être de plus en plus compliqué de faire certains légumes? Peut-être chacun dans votre coin, je sais pas. Ouais. Ça sera compliqué d'en faire certains et peut-être plus facile d'en faire d'autres. Voilà, c'était la question d'après. En fait. Pour nous, Blaise, il va commencer à cultiver des trucs qu'il y a au Maroc. Les Marocains, je sais pas ce qu'ils cultiveront, mais donc ça va remonter en fait. Mais nous, typiquement, avant, on faisait des choux de dingue. Et maintenant, on commence un peu à galérer sur les choux. Avec du coup les arrêts végétatifs liés au manque d'eau, etc. Maintenant, pour faire du chou, on est obligé d'arroser, alors qu'avant, climat de montagne, on faisait des choux énormes. Donc c'est moins facile de faire du chou. Je dis, nous, on n'est pas encore dans l'impossible. Par contre, bizarrement, dans cette notion météo-climat, là, notre date nous, historiquement, on récolte notre première tomate, le 31 juillet, et cette date, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que du coup, autant c'est plus galère de faire du chou, mais autant c'est pas plus facile de faire de la tomate, bizarrement. Ouais. Voilà. Donc nous, voilà, ces légumes-là qui aimaient l'eau, qui supportaient moins le manque d'eau, qui faisaient des arrêts végétatifs, on commence un peu à galérer à les faire, alors qu'avant on était plutôt les champions du monde du chou. Alors après, on préfère être les champions du monde du melon et de la tomate, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et toi, Blaise, alors du coup, tu cultives un peu des légumes exotiques? Oui, un petit peu. Mais avant de parler des légumes exotiques, la tomate, c'est un légume exotique. Ça fait que 2 siècles à peu près qu'on la cultive, ou 3, je ne sais plus. En Italie, ça fait 3, mais les Français ont eu du mal ils avaient peur, hein, parce que c'est aussi une plante, la famille des Solanacées. Il ne faut pas manger les feuilles de tomates, c'est toxique. Et non, la tomate, j'ai un peu le même constat, c'est que moi, je ne récupère pas la première, le 31 juillet, le 1er juillet. Mais c'est vrai que le 15 juin, j'ai pas de tomates. C'est toujours le 1er juillet, ça ne change pas. Alors, par contre, les tomates cerises arrivent avant, mais ça doit être pareil. Ça aussi, c'est intéressant de varier. Hein. Les tomates, il y a tellement de variétés qu'on peut étaler la production du plus tôt possible qu'on peut jusqu'au plus tard. Et les choux, moi, les choux, de toute façon, j'en fais pas en été parce que c'est pas la peine. Moi, les choux, je les fais en hiver. Et peut-être que vous allez faire de plus en plus de choux en hiver s'il ne fait pas trop froid non plus. Parce que après, il y a le chou cal, par exemple. Lui, il résiste. Je pense que vous pouvez faire quasiment tous les verts. Alors, les légumes exotiques, entre guillemets. Bon, exotique, ça veut dire que ça vient d'ailleurs. Mais en général, dans notre imaginaire, nos habitudes, c'est plutôt du sud. Même s'il y a le panais, pour nous, c'est un peu un légume exotique parce que c'était plutôt les Anglais qui cultivaient du panais. Mais voilà, bon, maintenant c'est assez courant en France. Alors j'ai essayé, alors c'est pas un légume, mais ça me plaît bien et ça marche très bien. Depuis 3-4 ans, je cultive mon coton. Alors quand je dis mon coton, c'est parce que je récupère la graine aussi. Alors j'ai que 3-4 pieds, mais ça me fait une vingtaine de fleurs. Alors, c'est magnifique au jardin. Et puis j'en ai trop pour moi parce que moi je me démaquille pas. Bon, je pourrais, mais j'en utilise pas beaucoup. Donc j'achète jamais de coton. Bon, c'est anecdotique, mais alors je sais pas ici ça pourrait venir si tu as fait un essai ou pas, mais pourquoi pas, parce que ça vient assez vite. Bon, il faut le mettre aussi on peut pas le mettre en pleine terre tout de suite. Hein. Alors je fais la patate douce. La patate douce, c'est traditionnel. Ça fait déjà un moment qu'en Provence
on en fait. Mais c'est des légumes, alors je pense à la patate douce, c'est pas toujours facile à faire parce qu'en fait, c'est des légumes qui sont exotiques, qui ont besoin de chaleur, mais aussi qui n'ont pas le même... par exemple, la patate douce, elle tubérise qu'en jour court, donc même si on la plante tôt, elle va tubériser qu'au mois d'octobre. Donc ici, par exemple, c'est difficile à faire, sauf si on met sous abri, parce qu'il ne fait plus assez chaud, quoi. Donc les légumes exotiques, c'est pas qu'une histoire de chaleur, c'est aussi la photopériode qui peut compter. Sinon, oui, j'ai fait par exemple des kiwano, c'est ce qu'on appelle aussi le concombre du Kenya ou d'Afrique, c'est un concombre très pointu, là. J'ai essayé les arachides, ça se fait, mais ça marche pas tous les ans. Il faut vraiment beaucoup de chaleur. Après, il faut essayer. Hein. Il y a plein de possibilités. Sans doute que vous avez essayé d'autres légumes. Mais nous, du coup, on n'a pas notamment sur les fruitiers, en fait. Nous, on a quelques trucs un peu qui sont un peu limites, donc des kiwis. Donc des kiwis, c'est pas des kiwis, hein, c'est plus petit, mais ça ressemble aux kiwis. Et moi, nous, on est plutôt dans l'idée, nous, de commencer à tenter des choses depuis quelques années, de se dire, allez, on tente des coups, on met des plantes qui sont un peu limites et on verra si elles passent, etc. Donc, on a tenté des agrumes qui résistaient au froid, on tente plein de trucs. Alors, pour l'instant, on n'y arrive pas. Hein. On les tente dedans, dehors, on se fait tout éclater, on greffe et puis ça pète sans arrêt. Mais on a observé un truc, en tout cas, et notamment sur le kiwi, c'est que la plante ne meurt pas. Il est là, tous les ans il fleurit, tous les ans il forme du fruit, mais les fruits arrivent à maturité très rarement. Et du coup, c'est dans ce truc-là aussi, moi j'étais avant dans la tendance de dire, allez, on tente des coups, on fait des trucs, mais en fait, c'est pas parce que la plante elle vit que vous mangez sa production, quoi. Et là, on est encore dans une espèce de différence de pas de temps où on se dit, ok, le kiwi de terre vivante, il est énorme, il fait 20 mètres de haut, il est pas mort, mais on mange jamais de kiwi, quoi. Bon, ben voilà. Et donc on se dit, ouais, ok, on a tenté, on a gagné le pari, mais si l'idée c'était d'en manger, on l'a pas encore gagné, quoi. Et ce que je voulais rajouter parce que la question aussi, c'était est-ce qu'il y a des légumes qu'on a abandonnés aussi ? Et en fait, ça m'est arrivé. Je n'abandonne pas l'idée et l'habitude d'en faire tous les ans. Mais quand je vous parlais tout à l'heure qu'en 2017, j'avais plus d'eau le 15 juillet, j'ai vu j'ai un bassin de 6 mètres cubes, mais en plein été, il est vide en 2 semaines, quoi. Et du coup, en fait, j'ai sauvé tous les légumes d'hiver. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'arroser les tomates, les maïs doux, les haricots. Par exemple, le maïs doux, j'en sème en mai, mais si j'ai plus d'eau, je ne vais pas en ressemer en juillet. C'est pas la peine parce que je ne pourrais pas l'arroser. Par contre, je sauve, parce qu'en fait, moi, j'ai la chance de pouvoir récolter des légumes tout l'hiver. Le peu d'eau que j'ai, j'arrose mes carottes. Je fais mes semis de carottes, de chicorée, de radis d'hiver, de choux, tout ce qui peut pousser en hiver. Et je fais de plus en plus de potager. Je récolte quasiment plus en hiver maintenant qu'en fin d'été si j'ai plus d'eau. Je m'adapte. Là, c'est plutôt une adaptation aussi au manque d'eau, quoi. D'accord. De votre côté, dans le public, est-ce que vous avez des légumes qui vous posent des problèmes avec le climat et que nos jardiniers pourraient peut-être vous aider à cultiver ? La mâche, par exemple. Il fut un temps, j'en cultivais, j'en récoltais beaucoup, et là, elle ne sort plus, elle ne... De quel légume vous parlez ? On n'a pas entendu. La mâche. La mâche. Des fois, elle peut avoir des problèmes. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes de semis. La mâche, alors ça, c'est intéressant aussi, ça me permet de parler d'autres techniques ou idées pour s'acclimater au climat. Moi, je me suis aperçu que tous les légumes qui se ressèment spontanément, ils ne se débrouillent plus tout seuls. Et parmi ces légumes, il y a la mâche, il y a la blette aussi, la roche. Et alors cette année, là, j'ai été agréablement surpris. J'avais laissé fleurir quelques mâches qui avaient germé dans mes oignons, donc au printemps. Je les ai laissés fleurir. Et puis après, j'ai récupéré mes oignons. Puis après, je ne sais plus ce que j'ai mis à la place. J'ai mis des haricots. J'ai 2 rangées de haricots. Et là, depuis 3 semaines, à la place, sous mes haricots, j'ai un magnifique parterre de mâches. J'ai rien fait. Et j'ai beaucoup plus de mâches que le semis que j'avais fait l'année dernière, qui n'avait pas très bien marché non plus. Il y a des légumes comme ça, et notamment la mâche, ça se ressème spontanément. Il ne faut pas hésiter à les laisser fleurir et puis à les laisser abandonner. Elles se débrouillent presque mieux toutes seules que quand c'est nous qui la semons, quoi.
Et après, on a aussi une autre possibilité. Alors, c'est beaucoup moins bien au niveau autonomie jardinière, mais vous trouvez maintenant des mâches dans des petites mottes, comme les salades, et vous évitez le problème du semis qui est compliqué avec la mâche. Et ça marche plutôt bien. Tous les maraîchers pratiquent comme ça maintenant. Vu que eux, les maraîchers, c'est une question de durée de culture. Comme c'est long à germer, ils préfèrent mettre les petits cubes. C'est déjà germé, ils gagnent 15 jours, ils récoltent la mâche et puis après, ils replantent autre chose. Voyez ? Mais si vraiment vous n'y arrivez pas, vous galérez, alors essayez les deux techniques. Ça coûtera beaucoup moins cher et ça sera beaucoup moins fatigant de laisser la mâche grainer toute seule. Mais pourquoi pas aussi utiliser ces petits cubes comme les salades. J'ai planté des oignons il y a 8 jours. Ouais. Bon, est-ce que j'ai bien fait? Avec le climat d'ici, moi je dirais, à Grenoble, les gens ils le font. Alors avec le climat d'ici, moi je le connais pas bien, mais je pense que ça peut se tenter, mais j'en sais rien. Si en fait. vous êtes, alors, le problème de l'oignon chez nous, c'est les sols argileux et l'humidité hivernale. Si vous êtes dans un coin qui garde bien l'eau, ça risque de tout pourrir cet hiver. Par contre, si vous êtes sur un sol bien drainé, ça peut marcher, bien sûr. De toute façon, Le mieux, c'est de les mettre sur butte, des petits ouais, buts, faire des 10 petites buttes. cm de haut, pour drainer s'il pleut trop. Mais c'est vrai que moi je fais ça, mais bon, chez moi les oignons, on les met traditionnellement. J'ai pas eu le temps cette année, mais traditionnellement on les met en novembre. Mais ici, c'est vrai que c'est peut-être aussi bien de les mettre dans un sol un peu ressuyé et chaud au printemps. En principe, nous, on les met plutôt au mois de mars. En Savoie, Haute-Savoie. Mais bon. Il y avait une autre question. Oui, je voulais demander des précisions. C'est sur la rotation des cultures. Est-ce que la rotation aide à une meilleure production, notamment pour les tomates? Voilà ce qu'on entend, qu'il faut changer. Oui, alors les rotations, c'est un. En fait, la base des rotations, c'est pour éviter que ce qu'on appelle les ravageurs ou les maladies se multiplient trop au même endroit, parce qu'en fait, que ce soit un champignon ou un insecte, s'il trouve tous les ans au même endroit sa plante hôte, eh bien, il va avoir tendance à se développer et puis à rester là. Puis au bout d'un moment, on a trop de problèmes. Même si la plupart des ravageurs ou des champignons, c'est plus vrai avec les insectes, si on a un bon équilibre écologique au jardin, avec plein de fleurs et tout ça, il y a un équilibre qui se... Et pour ça qu'on conseille de faire ce qu'on appelle tourner les légumes, c'est-à-dire que sur une planche, en général, pour la plupart des légumes, il ne faut pas revenir avant 4 ans. Bon, par exemple, la tomate. Alors, il se peut, moi j'ai vu des bouquins où on disait que la tomate, on peut la faire tout le temps, la même année, et puis on n'a pas de problème. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas de problème, ça peut marcher. Mais alors, s'il y a un problème qui arrive, après là, ça peut être la catastrophe. Voilà, ce qu'on appelle, il y a des nématodes à gales. C'est des nématodes, c'est des tout petits vers microscopiques, hein, ça fait 1 mm de long, qui rentrent dans les racines et qui font ce qu'on appelle des gales. Hein, ça fait des racines boursouflées. Mais quand on a ça, après, pour s'en débarrasser, c'est vraiment embêtant. Donc, tant qu'on n'a pas de ces nématodes, mais on peut avoir des tomates pendant 10 ans sans aucun problème. Mais si par exemple on vous achetez un plant de tomates chez un pépiniériste et puis qui n'a pas fait attention, qu'il y a des nématodes, ben vous les transportez dans votre jardin. Donc les rotations, et on parlait de l'oignon, c'est même tous les 6 ans, parce que les oignons, tout ce qui est la famille des Alliacées, oignons, ail, c'est des plantes qui sont plus sensibles aux maladies du sol. Mais il faut respecter encore un délai plus important. Et là, avec le réchauffement, le lien avec le réchauffement, c'est aussi éviter. Il faut continuer à faire ces rotations-là. Ouais, moi je voulais revenir sur un truc qu'il a dit Blaise, où il dit qu'il fait ses propres graines. Nous, on a bossé il y a quelques années pour le CRBA qui sont à Lyon, qui sont allés dans les frigos russes, l'Institut Vavilov, chercher des vieilles variétés de potagères et même de plantes florales. Je crois qu'ils ont même trouvé des rosiers de Rhône-Alpes. Tu dois savoir peut-être un peu plus de détails. Et du coup, ils demandaient à des gens de les mettre en culture. Ils demandaient aux gens de les mettre en culture parce qu'en fait, conserver les graines dans des frigos, vu la vitesse du entre guillemets changement climatique, si on conserve les graines dans les frigos et qu'elles étaient cultivées il y a 100 ans, là, elles vont arriver dans un milieu qui n'est plus du tout le milieu qu'on pouvait imaginer qu'elles avaient connu.
Et donc on peut imaginer que, mais Blaise racontera sûrement mieux l'histoire, parce que nous à Terre Vivante on récolte pas nos propres semences, mais l'idée de récolter en partie vos propres semences, vous pouvez imaginer qu'en partie vous récoltez des choses qui sont adaptées au-delà de votre terroir aussi à vos pratiques, à votre sol et à vos pratiques jardinières. Et donc du coup dans l'idée de oui, alors c'est clair qu'il va plus vite que la génétique, peut-être, le changement climatique. Et là, moi, je n'ai pas toutes les infos. Mais ça ne peut pas faire de mal de commencer à faire le job, de se dire, OK, je commence à travailler là-dessus. Et sur les 10 pieds de tomates rose de Berne que j'ai vus, celui-là, là, il tenait mieux la sécheresse. Hop, je chope les graines sur celui-là parce que peut-être qu'il a le petit détail qui fait la différence. Ce qui n'est pas dit que ça soit le cas dans le sachet de semences. Deux semenciers bio qui font tout un autre boulot qui est tout aussi bien pour préserver la biodiversité, mais qui ne font pas tout à fait la même chose parce que vous êtes vraiment les locaux de l'étape, quoi. Voilà. Ouais, vas-y, complète, Moi, je parce que réponds. j'avais noté Oui, ta bah, question, c'est- la notion d'épigénétique. Voilà, c'est une idée aussi de continuer à pouvoir jardiner avec des grosses variations. Un climat, c'est profiter de ce qu'on appelle l'épigénétique, de ce que vient d'expliquer Pascal. L'épigénétique, c'est le gros mot, le mot scientifique. Alors c'est une science très récente, puisqu'elle a été bien développée et puis prouvée dans les années 2000. Et alors épigénétique, ça veut dire tout simplement, épi, ça veut dire autour, et autour du gène. En fait, on s'est rendu compte que l'expression des gènes était influencée par l'année de création de la graine. Et il y a un jardinier bien connu qui a été très médiatisé dans le sud de la France, qui s'appelle Pascal Pot. J'étais allé faire un article chez lui pour les 4 saisons du jardinage. Après, il y a des chercheurs qui sont venus travailler chez lui. Et en fait, alors les journalistes qui sont passés chez lui, ils ne connaissent pas forcément le jardinage. Ils l'ont appelé le jardinier qui fait des tomates sans eau, comme si une tomate et n'importe quelle plante pouvait pousser sans eau. Bon, elle ne pousse pas sans eau, ces tomates, mais c'est vrai qu'il a su adapter ces tomates. Alors, il a un sol très argileux, donc il retient bien l'eau, et puis il est au pied des Cévennes où il y a des gros printemps pluvieux, donc même si en été c'est très sec, il ne pleut pas beaucoup. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'arrose pas. Il n'arrose pas, et du coup, il a récupéré des graines de ces tomates qui n'étaient pas arrosées tout l'été. Et alors oui, la petite... par rapport aux tomates aussi, tomates, on a toujours trop tendance à les arroser. Là, je vous disais que j'avais arrêté une année, puis même maintenant, je fais ça presque systématiquement. Moi, à partir de fin juillet, j'arrose plus mes tomates. Elles font 2 mètres ou plus de haut. Elles ont fait tous leurs fruits. Bon, elles peuvent encore faire des fruits. Les fruits ne sont pas encore mûrs, je les laisse mûrir. J'ai 20 cm de paille, je ne les arrose plus. Et je récupère des tomates, en général, jusqu'à fin octobre. Elles n'ont pas été arrosées pendant 2-3 mois. Et je récupère mes graines aussi de tomates. Alors, je sais pas si et donc, du coup, alors ça marche avec la tomate, mais aussi avec les autres graines potagères. Quand vous récoltez vos graines, eh bien, en fait, elles ont appris un peu de votre terrain. Et puis elles apprennent des conditions du terrain, des conditions de l'été d'avant, et petit à petit, comme ça. Alors c'est vrai peut-être que le changement il est tellement rapide, on ne sait pas entre le changement et l'épigénétique qui va gagner. Mais là par exemple, c'est prévu, là j'avais regardé pour faire le bouquin, les évolutions des périodes, des maximums. Et les maximums, ça se trouve dans 20 ans, il fera plus chaud ici en été que chez moi dans le sud. C'est impressionnant quoi. Les records de température, 50 degrés ou plus, c'est plus en Rhône-Alpes et puis dans l'est de la France. Et du coup, si vous avez fait vos semences dans ces conditions-là, alors qu'au lieu d'acheter les graines qui ont été produites, on ne sait pas trop où, en général c'est en France aussi, mais dans d'autres régions, ça sera mieux adapté aussi à vos conditions, quoi. Pascal, parce que là, faire ces graines, c'est quand même un job, c'est compliqué. Il y a un bon bouquin à Terre Vivante Oui. Oui, il y a as le titre en tête. Il y a un bouquin qui a été fait par Christian Bouet, qui bosse à Biogerme, et qui s'appelle Produire ses graines. Alors, je ne sais pas s'il est dans le stand Terre Vivante qu'il y a là-bas, mais voilà. Et du coup, Biogerme, c'est un des semenciers bio français, et du coup, voilà. Et donc, du coup, il y a tout de la graine, je dirais même de la graine à la graine, quoi. C'est-à-dire que vous semez, tac, 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 vous sélectionnez le pied mère, vous récoltez la graine, et voilà, il vous explique toute l'histoire sur toutes les potagères et peut-être quelques florales.
Mais il faut commencer par les plus faciles. Les plus faciles, c'est les graines de fabacées, de haricots, de fèves, parce qu'en fait, c'est ce qu'on récolte. Donc, quand on fait des haricots verts, il suffit de laisser un mois de plus les gousses sécher. Et les tomates, c'est très facile aussi. Après, selon les familles, il y a des hybridations. C'est un peu plus compliqué, mais quand on commence avec les plus simples, après, ça nous donne envie de faire les autres, au bout d'un moment. Alors, est-ce qu'il y a encore une question du public par rapport aux variétés de légumes? Alors, pas sur les variétés, toujours sur le problème de la sécheresse et des canicules, de la chaleur et de la sécheresse. Moi, je me disais, pour mon jardin toujours, j'ai l'idée de créer une sorte de pergola, de couvrir le jardin avec d'autres variétés, par exemple les cucurbitacées, qui peuvent grimper, faire des melons en hauteur et par-dessus les autres végétaux pour leur faire de l'ombre et donc gagner en eau et certes en luminosité, mais la chaleur étant ce qu'elle est, je me demandais si c'était une bonne idée ou pas. Alors les gars, si je tente l'affaire ou pas. On a toujours entendu qu'il fallait mettre le potager dans le coin le plus ensoleillé de son terrain. Est-ce qu'il faut maintenant commencer à réfléchir à faire de l'ombre? Moi, c'est ce que je faisais aussi. J'ai un grand tilleul au jardin et quand j'ai étendu la partie potagère, je me suis mis le plus loin possible du tilleul. Et maintenant, je me rapproche du tilleul parce que pas pour faire des choux, voilà. Et en fait, le tilleul en plus, ça dépend après parce que les pergolas c'est bien, mais quand on peut faire aussi avec les arbres et notamment les arbres qui perdent leurs feuilles en hiver, c'est bien parce que au printemps, en fait, il n'empêche pas les premiers rayons. Et là, il est placé d'une telle façon que... Parce qu'en fait, ce qui est important, le soleil au jardin, c'est le matin et en fin de journée, en été. Et quand c'est en plein cagnard. C'est pour ça que la pergola, ça peut être aussi une bonne idée, parce que ça protège des rayons les plus forts en pleine journée. Par contre, quand on a de l'ombre, j'ai un coin du jardin où j'ai le noyer du voisin qui là, en été, les tomates, elles n'ont pas de soleil avant midi, 1h de l'après-midi. Là, c'est pas terrible. Mais là, le tilleul, là où il est placé, j'ai le soleil le matin et puis même un peu le soir parce qu'il a tourné et puis il est passé de l'autre côté du tilleul. Donc ça dépend des emplacements. Et après, ça dépend aussi des légumes. Les courges, par exemple, les potimarrons, je les récolte maintenant. L'année dernière, j'ai récolté le 15 juillet parce que c'était prêt déjà. Et ils commençaient à prendre des coups de soleil, donc je les ai récoltés. Et du coup, moi, je fais moins de... Le potimarron, c'est l'espèce Cucurbita maxima. Et dans les courges, il y a énormément de variétés, mais il n'y a pas tant d'espèces que ça. Et maintenant, je fais des variétés qui sont plus adaptées à ma région. D'ailleurs, les paysans font ça aussi. C'est les Cucurbita moscata, c'est la grosse courge musquée de Provence, c'est la butternut, c'est la longue de Nice. Et elles sont beaucoup plus résistantes aux rayons du soleil. Et elles ont besoin de chaleur. Mais ici, je ne sais pas, à Terre-Vivante, vous en faites des butternuts? De plus en plus, à Terre-Vivante, ils vont faire des butternuts. Même parce que ça pousse bien maintenant en été. De la butternut et de la muscade de Provence, on arrive à en faire. Mais juste pour la notion d'ombre, moi, j'ai envie de vous dire, on sait créer de l'ombre, mais on ne sait pas créer du soleil. Oui. Donc se mettre directos pleine ombre, tout ne sera pas faisable, quoi. Donc ça, il faut quand même se le mettre en tête, quoi. D'accord. Ombrer, c'est toujours facile, soit avec une pergola, soit avec un muret de haricots grimpants, peu importe. Et après, tout ne pousse pas à l'ombre. Il y a des cultures qui vont aimer l'ombre, comme les petits fruits dans nos climats, qui, quand ils sont en plein soleil, il faut beaucoup les arroser. Et donc du coup, la mi-ombre, ça leur va bien. Et puis il y a des trucs comme les tomates, et bien, effectivement, si vous commencez à les mettre à l'ombre, le temps peut sembler long avant les mûrissements. Donc, et du coup... quelle plante on pourrait faire grimper pour avoir un ombrage léger et qui bouffe pas toute la lumière? Parce que j'ai en tête, j'avais fait une fois j'ai eu une toute petite période de maraîchage bio et important, et j'avais fait des haricots grimpants en serre. Mais c'était parti dans toutes les tringleries, enfin il y en avait de partout. J'ai fait la variété Vespérale qui est extraordinaire, mais qui pousse et qui fait une végétation de dingue, quoi. Et je pense que là, ça ferait trop d'ombrage, un truc dans le genre.
Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai des exemples de maraîchers qui avaient tenté, du coup, dans des serres, pour ramener un peu de fraîcheur, du coup, de faire des treillis en hauteur, ou soit ils faisaient pousser des cucurbitacées, notamment pour faire des étages de cucurbitacées avec en dessous des cultures. Et en fait, il y avait une chute de rendement des cultures qui étaient en dessous, parce qu'en fait, elles manquaient de luminosité, et notamment pour faire de la photosynthèse. C'est ça aussi, c'est pas que la chaleur, c'est que si c'est à l'ombre, et l'usine de la plante, c'est quoi? C'est quand même la photosynthèse. Et donc, s'il n'y a pas de photosynthèse, eh ben, ça devient un peu compliqué de faire des jolies feuilles. Moi, une plante qui grimpe, là, feuillage transparent et tout, comme ça, je ne l'ai pas là. Feuillage qui s'est laissé passer le soleil et tout. Peut-être des haricots, mais semés Petite pause, clairs, quoi. quoi. Faut que je réfléchisse. Pas semés melon. Ouais, melon Ça ou grimpe. concombre, c'est un bon grimpeur aussi, le concombre, ça peut être chouette, quoi. Ouais. En fait, l'idée, ça serait peut-être d'amener, un peu comme disait Blaise, des zones d'ombre, mais pas des masques d'ombre, un truc voilé, quoi. Enfin, des trouées. Question dans le public? Oui. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur l'épigénétique. Ça fait déjà quelques années que je récolte mes graines. Voilà, je fais beaucoup d'essais. Mais c'est pas toujours évident puisqu'on a une année qui est toujours différente, une saison différente. C'est pas évident de comparer et de savoir ce qui marche ou pas. Et ma question concernait les graines de tomates. Est-ce qu'on a un effet, est-ce qu'on perd en production si on va tous les ans récolter une graine de la tomate qui a poussé de la graine d'avant et ainsi de suite? Ou est-ce qu'il vaut mieux d'une tomate venant d'un plant, par exemple, acheté chez un maraîcher, récolter un maximum de graines de cette tomate pour avoir, si vous voulez, la première génération qui donne, en fait, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer comme il faut. Moi, je vois complètement le dilemme, là. Hein? Tu réponds pas? Je vois le dilemme, en fait. Oui. En fait, La question que vous Oui, posez, oui. je la vois bien. Bon, moi, mes graines de tomates, ça doit faire une quinzaine d'années maintenant que je les récupère. Alors, je ne les sème pas, parce que j'ai à peu près une soixantaine de variétés. Et comme je ne fais pas 60 pieds de tomates tous les ans, et que le pouvoir germinatif de la tomate, c'est à peu près 4 ans, bah, ça m'arrive, je ne sème pas toutes les variétés tous les ans. Mais en fait, mon stock de graines, c'est bien, et j'ai pas vu de... Au contraire, j'ai l'impression d'avoir des tomates de plus en plus belles. J'ai observé ça aussi sur les fèves. J'ai un stock de graines de fèves depuis très longtemps aussi. Et j'ai l'impression que mes fèves, elles sont de plus en plus belles. J'ai des fèves des fois qui font 2 mètres de haut quasiment. Alors, parce que, bon, après, je ne saurais pas dire sur toutes les variétés, mais il faut aussi savoir qu'il y a des idées qui ont été distillées petit à petit par les semenciers parce que c'est bien pourquoi c'est leur intérêt de dire qu'il y avait des dégénérescences de graines et ben pour inciter à acheter, c'est de bonne guerre, hein, comme on dit. Ils ont fait courir ce bruit qu'il y avait une dégénérescence de graines, l'inverse de l'épigénétique si on veut, et en fait non. Et alors par contre, si on ne part pas quand on veut ressemer ces graines, il ne faut pas partir de graines de ce qu'on appelle des F1, des hybrides, parce que ça ne peut pas marcher. Après, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Donc il faut partir de ce qu'on appelle des variétés fixées. Et puis en principe, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je n'ai pas entendu parler de... Moi, ce que vous dites, mais peut-être je me trompe dans la réponse, ça me fait penser... En fait, là, dans la façon de choisir quand vous récupérez les graines, si j'ai bien compris la question, en fait, il y a différentes façons de faire une sélection, en fait. Vous avez planté 10 tomates d'une variété, quoi. Et vous posez la question, je crois, sur qui je récolte les graines. Il y a plusieurs façons de faire. Il peut y avoir une sélection positive. Je garde les meilleurs. D'accord ? Il peut y avoir une autre sélection qui est je vire les plus mauvais. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je peux récolter sur les 4 plus belles tomates ou je peux ne pas récolter juste sur les 4 les moins moches. Pour qu'elles aient pris la... Et après, il y a des sélections qu'on appelle diversifiantes où vous vous dites je prends un petit peu tout le monde parce que moi, je veux que dans mon lot de graines, il y ait de la diversité génétique et je veux avoir de la diversité parce que peut-être que cette année, c'est celle-là qui était bien, mais peut-être l'année prochaine, ça sera une autre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, j'ai pas la réponse, mais une partie du boulot des semenciers, c'est aussi de conserver le patrimoine génétique. Donc eux, ils ont tendance à faire des fois de la diversifiante, de se dire, ok, les plus moches, on les élimine pas forcément, parce que celui qui est plus moche cette année, dans 20 ans, c'est peut-être le plus joli. Donc je sais pas si c'est ça votre question. Mais du coup, c'est pas, moi je trouve que c'est pas forcément facile de répondre. Est-ce que tous les ans, si j'ai bien compris, est-ce qu'il faut tous les ans récolter sur le plus beau pied de tomate? C'est ça la question? Un peu?
Pardon. C'était plus pour savoir s'il y avait une perte de production, si je pars l'année N, je récolte les graines d'une très belle tomate, que je replante l'année N+2. Sur ce plan-là, je récupère de nouveau des graines que je replante, ça fait une génération N+3, etc. Est-ce qu'on va perdre en production? Parce qu'encore une fois, c'est compliqué de le savoir, vu que ça peut être un... J'ai eu l'impression d'avoir des pertes de production, mais... Vous perdez un patrimoine génétique, là, à peu près sûr. C'est-à-dire qu'à force de tirer toujours que sur le même, que quelques graines, enfin, moi je trouve qu'au bout d'un moment, vous avez peut-être une chance de moins diversifier votre palette, mais ça ne veut pas dire que vous aurez une perte de production, non, je ne crois pas. Non? Merci. Blaise? Non, les graines, la graine de tomate qu'on va reproduire, en fait, elle est reproduite depuis des siècles déjà. En fait. Elle vient de tomates sauvages qui viennent d'Amérique centrale ou du Sud. Et alors après, il y a eu des croisements pour faire des variétés, et voilà. Mais il n'y a pas de raison que ça perde en production. On a parlé un tout petit peu d'ombrage. J'aurais aimé que quel type d'ombrage on pourrait imaginer, autre que des pergolas et faire grimper des plantes. Moi, j'évoque quoi je pensais, parce qu'il y a un ombrage permanent qu'on peut mettre, mais ce qu'on appelle les périodes de canicule. Pour l'instant, les périodes de canicule, on a eu la chance, entre guillemets, qu'elles ne durent qu'une semaine ou 8 jours. Il n'y a pas encore des périodes de canicule, mais on n'est pas à l'abri d'une période de canicule de 15 jours, 3 semaines. Là, ça sera mauvais pour les plantes, mais pour nous aussi, ce n'est pas très agréable. Et on peut aussi mettre des ombrages momentanés, provisoires, soit avec des draps, et ça peut être efficace en période de canicule. Et mais ça se fait sur des petites surfaces où il y a les deux aspects. Il y a faire des ombrages plus sur le long terme, une organisation du jardin, parce que quand on plante un arbre, il faut bien réfléchir où on va le mettre dans le potager. Mais ça n'empêche pas de faire aussi des ombrages de secours, entre guillemets, quand il y a vraiment une période de canicule. Une période de canicule où... Parce qu'en fait, qui dit, on ne l'a pas précisé en introduction, mais qui dit réchauffement global climatique, dit surtout dérèglement climatique. Et avec des épisodes dramatiques, comme il y a eu le 2 octobre 2020 au-dessus de Nice, là, il n'y avait rien à faire. Il est tombé 500 mm d'eau en une journée. Et là, en fait, il y a des jardins, malheureusement, il n'y a pas que des jardins, il y a des maisons qui sont parties là. Mais je pense tout bêtement aussi aux orages de grêle. Il y a des régions, ils vont se prendre de plus en plus d'orages de grêle. Là aussi, il faut protéger comment on fait au potager. Moi, je surveille les prévisions météo, et dès qu'il y a un orage de grêle prévu chez moi, je vais vite mettre des cagettes au-dessus des tomates, au-dessus des courges. Pour l'instant, je les mets pour rien, mais j'aime mieux les mettre pour rien qu'un jour, je ne vais pas les mettre pour rien, quoi. Donc prévoir un stock de cagettes. Parce que du coup, ça pourra servir pour l'ombre aussi. Protéger les semis et tout, les cagettes. Nous, les toutes jeunes plantations qu'on fait en été, quand on fait des plantations de salade en été, etc., on les ombre avec des cagettes pendant quelques jours, le temps qu'ils se refassent la nouille, quoi. Sinon, c'est injouable. Ouais. D'accord. Bon, voilà, vous savez où récupérer des cagettes, j'espère. Vous battez pas quand même. Au niveau matériel, il y a un truc, parce que je pense qu'on va arriver bientôt au bout du temps, dont il faut absolument qu'on parle, c'est l'arrosage. Est-ce qu'il faut arroser? On a vu que le paillage permettait d'économiser beaucoup d'arrosage. Alors, est-ce qu'il faut arroser? Quand faut-il arroser? Est-ce qu'il y a des périodes dans la vie d'une plante où c'est vraiment indispensable? Et puis, comment on arrose? Avec quel type de matériel? Est-ce que l'arrosoir suffit? Ou est-ce qu'il y a des systèmes un peu plus automatiques ou qui permettent d'arroser des plus grandes surfaces et qui sont efficaces? L'arrosage, on a répondu déjà, on n'a pas donné de chiffres, mais avec le paillage, grosso modo, on peut considérer qu'on économise la moitié des besoins en arrosage en été. Donc, c'est pas négligeable. Donc, ça, c'est le premier point. Mais ça n'empêche pas d'arroser. Si on fait que pailler, si le sol il est sec dessous, il va finir par s'évaporer. Et en fait, l'eau, elle part du sol de deux manières. C'est soit l'évaporation, et qui est très forte s'il n'y a pas de paillis, soit la transpiration par les plantes. Et ça, c'est incontournable. Et puis, c'est obligatoire aussi pour la plante, parce que c'est la façon dont elle amène les éléments minéraux dans ses feuilles. Et donc 90% de l'eau qui part dans l'atmosphère, elle passe par la plante.
et elle sert qu'à traverser la plante. Il y a 10% qui restent pour faire les tissus de la plante, pour aller dans les fruits, etc. Donc ça, c'est incontournable. Par contre, il y a la plante, si on lui amène beaucoup d'eau en pleine journée, eh bien, en fait, elle va gaspiller l'eau, elle va continuer. Des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les courges, les feuilles des courges, en pleine journée, elles tombent. Ce n'est pas un manque d'eau, c'est qu'elles se protègent, elles diminuent leur transpiration exprès. Vous avez beau amener de l'eau, les feuilles ne vont pas se relever. Et le soir, hop, elles se relèvent toutes seules. Parce que la plante, elle sait qu'il faut qu'elle transpire moins en pleine journée pour économiser d'eau. Elle sait elle-même économiser de l'eau. Bon, je parle de cette anecdote-là, c'est pour dire qu'il ne faut jamais arroser en pleine journée, ça ne sert à rien. Il faut arroser soit le matin tôt, soit le soir tard. Et c'est là que la plante elle va utiliser l'eau. Et donc il y a la plante qui sait réguler. Mais il y a aussi tenir compte du sol. On a parlé des sols. Les extrêmes, c'est les sols argileux, sableux. Bon, pour la plante, il faut amener à peu près la même quantité d'eau. Mais comme le sol argileux il stocke bien, un arrosage par semaine, ça peut très bien suffire pour les tomates. Les sols sableux, il vaut mieux arroser 2 fois. On amène la même quantité d'eau, mais comme l'eau, de toute façon, elle va partir en profondeur, c'est pas la peine d'en amener et puis de regarder si l'eau descend ou pas, parce que là, on risque... En fait, on enrichit le sous-sol en eau, mais l'eau, elle reste pas. Donc, c'est des arrosages plus réguliers, mais moins importants. Et surtout, aussi, il faut tenir compte du besoin des légumes. Il y a des légumes... Et moi, il y a des légumes que j'arrose jamais parce que j'ai pas besoin. Les fèves ou les oignons que je mets maintenant, en fait, vont bénéficier de toutes les pluies d'automne et puis du printemps. Et ça m'est arrivé de récolter les oignons au mois de juin, je les ai jamais arrosés. Bon, c'est parce que j'ai la chance que ça continue à pousser un petit peu en hiver. Mais en été, on est tous obligés d'arroser. Mais pareil, il y a différents stades. Les haricots verts, on les arrose pour qu'ils germent bien. Et après, lui, il n'aime pas avoir de l'eau, même sur la tête, pendant qu'il germe. Et après, c'est surtout le stade floraison où il faut de l'eau. Tout ce qui fait des fruits, c'est au stade floraison qu'il y a un besoin d'eau. Mais voilà, il faut adapter les besoins en eau. Un melon, si vous l'arrosez 3 semaines avant la récolte, vous n'allez pas le manger parce qu'il n'y aura pas de sucre dans le melon. Donc il faut adapter, et aussi pour la conservation des légumes, tout ce qui est légumes de stockage, les oignons, les pommes de terre, il ne faut surtout pas les arroser avant la récolte. C'est aussi un moyen. Généralement, on a tendance à trop arroser, ça il faut se le dire. Il faut vraiment diminuer les arrosages. Après, sur les techniques, je laisserai aussi Pascal compléter. Moi, j'arrose soit ce qu'on appelle à la rigole, soit en déplaçant un tuyau parce que j'ai pas mis en place de système de goutte à goutte. Le système de goutte à goutte, c'est un système qui est économe en eau s'il est sous le paillis. Et il faut aussi forcer les plantes à aller chercher l'eau. Par exemple, les tomates, moi, j'arrose à 20 cm de chaque pied, minimum, pour que les racines elles apprennent à aller chercher l'eau. Et du coup, quand il y a un orage, elles vont récupérer l'eau sur une plus grande surface. Alors que quand on arrose au pied, c'est aussi des problèmes du goutte à goutte. Si on met le goutte à goutte trop près de la plante elle va faire des racines que juste autour du goutte à goutte. Et s'il y a un problème d'eau, après, elle va se retrouver coincée, quoi. Je raccourcis un peu, mais... Comment vous arrosez à Terre Vivante ? Nous, on arrose tout au goutte à goutte. Donc, on a des gouttes à goutte cachées sous les... Non, des gouttes à gouttes, c'est des tuyaux avec des trous, quoi. Et on a un système où chaque... Donc, du coup, quand on ouvre... on ouvre un robinet et tout s'arrose, quoi. On ouvre un robinet et on a des planches permanentes. Donc, on a plein de zones. On a la planche où il y a les choux, la planche où il y a les oignons, la planche où il y a les tomates. Et on décide d'arroser chaque planche une par une. Donc, effectivement, comme dit Blaise, on n'arrose pas tout pareil. On n'arrose pas les salades comme on arrose les oignons et on n'arrose pas les courgettes comme on arrose les tomates, quoi. Voilà, donc chaque planche, chaque légume est plus ou moins arrosé. On arrose tout au goutte à goutte, caché sous les paillages. Et nous, comme on a des sols très argileux, on fait plutôt des gros arrosages espacés dans le temps, quoi. Donc on arrose une fois par semaine, mais quand on arrose, on met un peu plus que 15 litres, enfin on met quasiment 20 litres au mètre carré, quoi. On met l'équivalent de 2 arrosoirs au mètre carré, donc on mouille notre sol et après on laisse le temps au sol de ressuyer pour qu'il y ait de l'air. Un des risques dans des sols argileux, si vous arrosez trop des sols argileux, déjà qui sont compacts, si en plus tous les petits trous où il y a un peu d'air, vous les remplissez sans arrêt d'eau, la plante elle ne va pas aimer ça. Donc il faut être capable à un moment donné dans les sols argileux de les laisser un peu sécher pour qu'il y ait un peu d'air qui vienne. Le problème c'est que si vous les laissez trop sécher,
ça devient des cailloux, quoi. Donc c'est une espèce de jeu de jouer à l'entre-deux. C'est j'arrose abondamment, je mouille une grande couche et je laisse passer dans le temps. Nous, c'est ce qu'on se fait. Donc on sait nos gouttes à gouttes, ils goûtent à 4 litres par goutteur et par heure. Donc on a fait un petit calcul. Et puis voilà. Et quand on arrose au jet d'eau, parce que ça nous arrive aussi d'arroser, comme tu dis Blaise, au tuyau, et bien en fait ce qu'on fait, c'est qu'on prend le tuyau, on remplit un arrosoir, on compte combien de temps on met à remplir l'arrosoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, et après on sait que du coup on met 30 secondes à faire 15 litres. Et du coup après quand on pose le tuyau, on sait qu'on l'a posé et on a 30 secondes pendant lesquelles on peut tailler les tomates, pendant que les 15 litres ils sont balancés. Et après on change quoi. Et voilà. Et nous on fait au goutte à goutte parce qu'on n'a pas le temps de tout arroser au jet d'eau. Enfin, moi, chez moi, je fais au jet d'eau posé au pied et je trouve que c'est mieux parce que le goutte à goutte, ça a l'avantage de la praticité. Ça a l'inconvénient aussi que vous ouvrez la vanne et vous vous en allez, quoi. C'est-à-dire que vous ne regardez plus vraiment la culture. Alors que quand vous arrosez à l'arrosoir ou au jet d'eau, comme vous êtes obligé de déplacer l'arrosoir ou le jet d'eau, pendant les 30 secondes où vous tenez le tuyau d'arrosage au pied de la courgette, ben la courgette, vous la regardez, quoi. Et comme vous la regardez, elle se sent plus jolie. Oui, alors Ouais, surtout, vous la regardez, vous repérez les premières attaques d'oïdium, les premiers pucerons qui arrivent, les premières coccinelles qui arrivent ça. pour manger les pucerons. Je ne sais plus quel je crois que c'est Olivier de Serres. Le meilleur engrais, c'est l'ombre du jardinier. Oui, non mais c'est ça. Voilà. Ça veut dire qu'il faut être dans le jardin, quoi. Oui, alors moi j'arrose avec de l'eau de récupération qui est dans des cuves, qui prend, bien que j'ai protégé un petit peu du soleil, qui prend quand même la lumière, donc l'eau se trouble, devient verdâtre, il y a un petit peu de mousse. Est-ce que c'est gênant d'arroser avec cette eau ou alors au contraire ça met des nitrates et c'est mieux? Je ne sais pas quoi en penser. Moi, pas gênant. Aucun problème. Non. C'est juste pas très esthétique pour votre cuve à eau. Ça gêne les trous de la paume d'arrosoir si vous avez des fois, mais c'est tout. La plante, elle va ne prendre que l'eau, H2O, dans votre truc là. Et puis les algues qui sont développées dans votre cuve, elles vont se décomposer au sol et puis elles vont participer à l'apport de matière organique dans votre sol. Après, effectivement, oui, c'est plus embêtant pour les gouttes à gouttes parce que ça fait des fils et ça bouche les gouttes à gouttes. Oui, moi aussi, j'avais le problème d'arrosage. Je récupère l'eau du toit sur 8000 litres dans une citerne et ça fait du dépôt, mais ça ne m'a jamais gêné. De temps en temps, dans la citerne, il faut tous les 3-4 ans que j'enlève un petit peu le limon qui reste dessous. Hein, voilà. Sinon, pas de problème. Ensuite, j'arrose au pied avec le tuyau, le temps nécessaire, comme vous dites, hein, sans faire d'arrosage en aspersion. Voilà. Par contre, le vrai problème, c'est lorsque l'on fait les semis. Alors, surtout au printemps, le semis de petits pois, de haricots, de salades, de carottes. Comment garantir que ça reste suffisamment humide pour pouvoir germer? Et surtout, quand les petits pois commencent à pousser, les petites feuilles, les oiseaux sont friands, c'est pas possible. Et vous voyez des feuilles et le lendemain, elles y sont plus. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est mettre ce qu'on appelle un non-tissé blanc réparti dessus, qui, quand je vais arroser avec l'aspersion, ça va passer au travers. Et quand le soleil va être là et très fort, ce non-tissé va maintenir l'humidité à la plante. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, les plantes vont pousser et j'enlève ce non-tissé. Et aussi, le problème d'arrosage, on m'a dit souvent, prenez un grattoir, grattez entre les plantes, ça vaut 1 à 2 arrosages. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, après, le paillage, dès que les plantes sont assez fortes. Voilà. Alors, du coup, moi, je relève juste ce que vous avez dit sur l'aspersion. C'est vrai que du coup, l'arrosage par aspersion, déjà, ça mouille les feuillages et donc vous prenez le risque de développer des maladies liées aux champignons, des maladies cryptogamiques. Vous arrosez les cultures et les allées, donc vous gaspillez de l'eau.
Après, il y a des cultures, notamment les choux et les salades, ça leur déplaît pas d'avoir les feuilles un petit peu mouillées de temps en temps, quoi. Donc l'aspersion, on la bannit à grande échelle. Mais si des fois vos salades, vous leur mouillez un peu les feuilles avec l'arrosoir, il faut pas non plus se flageller. Elles aiment bien quand même, hein. Donc voilà. Mais du coup, on évite plutôt l'aspersion à... Ouais, effectivement, on n'arrose pas tout le potager avec l'asperceur, comme ça on évite. Pour ce que vous dites, un binage vaut 2 arrosages. Ouais. Oui, parce qu'en fait, vous cassez un peu la capillarité. Enfin, en fait, du coup, comme vous aérez votre sol, l'eau, elle a un peu plus de mal à remonter par le système qu'expliquait Blaise tout à l'heure. Mais surtout, c'est surtout le paillage vaut 10 arrosages. Donc oui, pour biner, mais si vous passez votre année à biner, c'est parce que vous ne paillez pas votre sol. Donc ok, pour... il y a les petites carottes qui n'ont pas poussé, pour l'instant je bine, pourquoi pas, mais dès qu'elles ont poussé, par contre on paille, il faut qu'on soit bien tous d'accord là-dessus. Sur l'histoire du binage et du paillage, on a un problème nous quand même, c'est que l'hiver il fait froid et le sol se refroidit. Donc comme monsieur fait, c'est-à-dire qu'au début de sa culture il va biner et puis après au bout d'un moment il va installer des paillages. Ça, c'est indispensable de faire comme ça chez nous, dans la mesure où vous n'avez pas un paillage permanent. Si, au contraire, vous avez un paillage permanent et suffisamment épais, votre sol, il s'est moins refroidi et du coup, vous n'avez pas ce problème-là. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dire, tiens, c'était sympa ce qu'ils ont dit les gars cet après-midi, et le printemps prochain, je fais comme ça, je prépare tout mon terrain et tout, et puis je fais mes semis, je fais mes repiquages, et clac, je mets du paillage dessus dès le mois de mars. Alors là, non, vous emprisonnez le froid. C'est pas bon, d'accord ? Donc notre idée de dire un paillage permanent et le plus épais possible, il faut le commencer dès l'automne. C'est pour ça qu'on vous dit là maintenant, ramassez des feuilles et couvrez vos allées du jardin avec des feuilles. Vos allées, vos plates-bandes de culture avec des feuilles et le plus épais possible. Sur l'arrosage, moi je me disais quand même, bon, tu t'as à moitié répondu au truc. Quand il fait super chaud l'été, nous, on est bien content de s'asperger un peu avec de l'eau. Est-ce que les plantes, c'est pas quand même un peu pareil ? Les plantes, en fait, elles s'aspergent d'eau, mais de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau qu'elles évaporent, c'est pour qu'elles restent droites déjà. Bon, les arbres, après, ils ont des troncs et tout, mais les plantes herbacées. Et en fait, au niveau de ce qu'on appelle les stomates, qui sont des petites ouvertures sous les feuilles, l'évaporation de l'eau, en fait, rafraîchit l'air. Et donc, elles ont un système de vaporisation pour diminuer la température. Du coup, mais l'eau, elle se modère avec l'eau. C'est pas la peine d'en amener trop en pleine journée. Mais elles savent le faire, ça, effectivement. Elles n'ont pas besoin qu'on leur vaporise avec les trucs qu'on achète pour... Non, elles n'ont pas besoin de ça. Avec de l'eau de viande ? Oui. Alors à propos des cuves de stockage et de la qualité de l'eau qui est à l'intérieur, moi j'ai un toit assez plat, donc je récupère l'eau de pluie qui s'en va donc dans le réservoir, mais il y a la question des toxiques accumulés sur le toit de par la pollution. Alors est-ce que l'eau est quand même suffisamment de qualité pour arroser les légumes ? Est-ce qu'il faut faire un nettoyage, enfin est-ce qu'il faut éliminer la première pluie ? Alors il faut être là pour fermer la cuve, rouvrir la cuve quand le toit est nettoyé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, si vous parlez de la pollution qui est contenue dans le matériau que vous avez mis, j'ai pas la réponse. Si vous parlez de la pollution atmosphérique qui est tombée sur votre toit et que la pluie rince, moi je dis pas de sujet parce que de toute façon elle est aussi tombée dans votre jardin, cette pollution. Je veux dire, elle n'est pas tombée que sur votre toit, elle est tombée ailleurs. Donc là, vous a rajouté un peu, mais c'est pas non plus au point de ce... Donc j'ai envie de dire, là, on continue l'aventure, quoi. Pas de souci, quoi. Après, vous avez mis un matériau qui libère plein de trucs. Là, c'est une autre histoire, mais je suis pas sûr qu'il libère des choses. Mais juste, nous, on a des toits en bois, terre vivante, en mélèze. C'est les tavaillons de mélèze. Et ben, on va dire les premières années, l'eau qu'on récupérait, elle était marron, quoi, parce que tous les tanins des mélèzes venaient dans les récup d'eau de pluie. Parce que du coup, là, c'est notre matériau de toit qui se nettoyait, quoi. Ça peut être plus problématique quand on récupère... C'est des bacs acier, ça risque rien. Oui, non, les bacs acier, ça risque rien aussi. Moi, je m'étais posé la question et puis je l'avais vu aussi, parce qu'à un moment, comme je récupère l'eau des fontaines du village, à un moment donné, c'était juste au bord d'une partie de la route. Et en fait, quand il n'y a pas eu de pluie pendant 2 mois et il y a une petite pluie en été, ça lessive. Et là, il y a des pollutions aux hydrocarbures, quoi.
Et ça peut, mais c'est des cas, et selon où on a le fossé, mais c'est plus lié à la circulation automobile, mais c'est pas sur les toits. C'est si on a un bassin juste en dessous d'une route, il faut se méfier en été parce que il peut y avoir des concentrations momentanées d'hydrocarbures. Et puis, de toute façon, même si votre système y marchait, vous allez en faire quoi de ce premier eau? Vous allez la balancer dans le sol quand même. Donc, vous allez dire, je ne veux pas manger la tomate qui est polluée, mais vous allez quand même polluer le sol 5 mètres à côté. Donc, j'avais dit à un moment donné, bon... La dernière question. Oui. Allez, la dernière question, et puis après on demandera un petit mot de la fin. Réfléchissez les gars au mot de la fin. Certains parlent de permaculture. Qu'est-ce que ça vaut? Mais ça, on est reparti pour 2 heures, madame. Ah oui, alors là... ça va me permettre de... C'est le mot de la fin? De faire le mot de la fin. Ah, super. Parce que la permaculture, c'est 2 Australiens qui ont inventé ça à la fin des années 70, Bill Mollison et David Holmgren. En fait, ils ont imaginé une agriculture d'après le pétrole. On n'est pas encore, mais on va bientôt y arriver. Et voilà, c'est juste pour définir l'origine de la permaculture. Et moi, le mot de la fin, et c'est pour ça que ça peut faire le lien, c'est ce que je mets dans mon bouquin Légumes et canicules, là, c'est qu'il y a plein de techniques, hein, on en a parlé là aujourd'hui, pour continuer à faire le potager. Mais malgré toutes ces astuces et tout, si nous, on ne fait rien aussi dans notre vie de tous les jours, ça se trouve, dans 20 ans, on ne pourra même plus faire de potager parce qu'on aura tellement détraqué le climat que dans certaines régions, il n'y aura plus d'eau, il y aura des sécheresses énormes. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas que dans le jardin qu'on doit faire des efforts. On n'a pas parlé du machinisme, mais déjà, c'est quand on a un petit potager, on ne met pas de machine dans son jardin. Mais c'est aussi dans notre vie de tous les jours de moins prendre l'avion, de prendre les transports en commun, de faire attention, on achète son textile, de manger moins de viande. Voilà, tous ces petits gestes de diminuer ce qu'on appelle l'empreinte carbone, ça fait partie aussi de l'avenir du potager, quoi. Et moi, je dis une ligne qui est écrite dans certains documents de Terre Vivante, et que c'est bien de venir à des conférences, c'est bien de lire des livres, mais la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Merci.